Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons encore jusqu'à 11h52. C'est vrai que nous ne nous sentons pas en très bonne santé, mais comme des soldats, nous n'abandonnerons jamais dans un champ de bataille. On ira donc jusqu'à 11h52. Excusez la voix qui est très grippée, mais retenez simplement que tout à l'heure, vous aurez la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec Théophile Vianney-Bia. Vous aurez également la dénonciation de ce matin avec Arnaud Victor qui nous retrouve, sans oublier l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous consacrons notre analyse à un sujet essentiellement important dans tous les pays du monde. Nous allons parler des constructions à risque au Cameroun et dans bon nombre de pays africains, en nous posant la question de savoir à qui la faute. Pour coller également à l'actualité, on reviendra, on marquera encore un tour du côté de la tanière pour parler de ce qu'il faut désormais appeler affaire André Onana. Oui, c'est fait. André Onana est parti du Qatar. Il a finalement été remercié par le staff technique des Lions Indomptables. Au moment où nous parlons, il se trouverait déjà du côté de Milan pour retrouver son club. Comment comprendre cette expulsion brutale de l'un des meilleurs gardiens de but de ce monde? Une affaire de football ou tout simplement de vestiaire? On en parle ce matin afin que nul n'en ignore. Et si vous en avez convenance, nous accueillons nos nombreux invités qui répondent déjà à présent. Je commence par M. Biteke Joseph Georges. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, chers téléspectateurs. Comment vous allez? Très bien, ce matin. Je souligne tout en précisant que vous êtes architecte. Vous êtes architecte ONAC 194. Ça veut dire quoi? Normalement, un architecte pour exercer au Cameroun, il doit être inscrit à l'ordre. Et lorsque vous êtes inscrit à l'ordre, on vous donne un numéro qui fait en sorte que vous êtes habilité à exercer la profession au Cameroun. C'est comme une licence? C'est comme une licence, oui. Si vous n'avez pas ce numéro, vous ne pouvez pas exercer. Vous êtes un imposteur. C'est un imposteur. Et il y en a dans votre métier? Il y en a malheureusement beaucoup. C'est eux qui nous construisent des immeubles penchés, tordus. C'est une combinaison de tout ça qui fait en sorte qu'on arrive à ces résultats. De toutes les façons, on en parle de manière plus profonde tout à l'heure. D'accord, parfait. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. En face de vous, nous allons accueillir Alain Mongan. Alain Mongan, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Comment vous allez? Je me porte comme un charme. C'est la première fois que vous allez miner l'espace. Oh, si on appelle ça miner, c'est la première fois que nous allons apporter notre contribution. Alain Mongan est le président de l'APIC, entendez, l'association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Les promoteurs immobiliers du Cameroun. Un autre secteur d'activité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On parle également de plus en plus d'arnaqueurs de ce côté. Oui, sauf que des gens confondent beaucoup les métiers d'agent immobilier, de promoteur immobilier, que l'on peut parfaitement expliquer et dire la différence. Mais également, on confond les activités des personnes non agréées qui font le métier des professionnels et ce sont leurs errements qui amènent, n'est-ce pas, à des arnaques et qui sont dus à leur méconnaissance de l'activité et même au principe de non-respect des rôles de chacun des acteurs dans le circuit des productions et de vente des biens immobiliers. Voilà ce que nous pouvons dire là-dessus. Les arnaques, c'est une histoire qui tient de l'amateurisme. Moi, je vous pose une question pour le commun des mortels. Les gens qui abusent de nos bacs à ordures avec leur craie, ils écrivent la studio à louer à Damas, ils mettent le numéro de téléphone. Studio à louer en Colombe 5, ils mettent le numéro de téléphone. Et comment on peut les appeler? Puisque nous les appelons des agents immobiliers. Ils méritent cette appellation? Non, du tout. Ils ne sont pas des agents immobiliers. Et comment on les appelle? Je ne sais pas quel nom on va leur donner. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucun nom. Ils n'ont pas la réglementation. Peut-être des débrouillards, mais débrouillards en quoi? Parce qu'en fait, exercer une activité sans en avoir la qualité est sur le plan pénal répréhensible. Il y a un grand frère qui me disait que celui qui fait ce qu'il n'a pas appris à faire est un imposteur. C'est un imposteur, voilà. Si c'est ça la définition, je valide. Je crois que c'est des imposteurs. Je vais chercher l'appellation de ces gens. Voilà. Et ils saturent nos bacs à ordures habituellement propres, avec leurs écritures là, terrain à louer, studio à louer en Colombe 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Aucun professionnel ne peut le faire. Alain Mongan, merci d'être là ce matin.
Merci infiniment, c'est un plaisir. Nous allons accueillir notre ami Arnaud Victor Eyada, l'incontournable, l'inamovible, l'infatigable qui nous retrouve ce matin. Arnaud Victor, bonjour. Bonjour, perfecto, et surtout beaucoup de courage pour la petite grippe Je bagarre. qui vous secoue depuis le matin. Je vois comment vous avez déjà pris le Golbetara et tout le reste. On espère que vous allez tout au long de l'émission. En studio, même, je suis en train de boire notre mixture. Donc, bonjour à vous, bonjour surtout à tous les téléspectateurs. Je n'oublie pas mes co-discutants et ceux qui, naturellement, nous aident à émettre, c'est-à-dire les techniciens. Les co-discutants. Vous avez amélioré votre niveau de langue. Vous n'appelez plus panélistes. Les co-discutants. Vous avez tellement nous blaser. En face de vous, on a que le fils de Boniebel, de plus en plus attaqué au niveau des réseaux sociaux par sa prise de parole et surtout ses points de vue concernant l'actualité au sein de la tanière. Lui, c'est Pierre Blérieux, mec Pierre Blérieux. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre riche panel. Vous me faites une fleur quand vous me dites que je suis de plus en plus attaqué. Ah, c'est une fleur. C'est une fleur parce que, vous savez, ma philosophie de vie, c'est la suivante. Lorsque vous avez avec vous le suffrage de votre propre conscience et l'apport d'un certain nombre de personnes sages et éclairées, vous pouvez vous consoler des oppositions. Mon but dans ce bas monde n'est pas de plaire aux gens. Je préfère la vérité, celle que je crois être la vérité, à l'amitié et même à la fraternité. Je viens de recevoir sur Facebook un hommage d'un certain docteur Richard Macon. Oh ouais, oh, docteur Richard Macon. C'est un esprit non seulement éveillé, mais un esprit élevé, mais je dirais également un esprit libre. Docteur Richard Macon. Voilà. Donc, vous devez aussi regarder la qualité de ceux qui vous félicitent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement... Beaucoup s'en tiennent à la quantité. Or, on achète des moutons sur Facebook et autres. Oh là là. Je dis, on achète des moutons sur Facebook. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des échanges souvent avec certaines personnes pour découvrir que pour la plupart, c'est des gens sans... Bon, laissons ça comme ça, mais qui s'ennuient en fait. Du coup, ils s'alignent dans un camp ou dans l'autre en fonction de leurs intérêts primaires. Et ils sont convaincus que tout le monde a les mêmes problèmes qu'eux et qu'on discute le même plat. C'est-à-dire que la question qui nous préoccupe, par exemple, lorsque vous faites des reproches à notre frère sur son management, tout le monde croit, ou la plupart des esprits petits, croient que vous lui faites des appels de pied pour qu'il vous donne à manger. Vous voyez? Et c'est gravissime parce que, quelle que soit la fortune qu'on pourrait affecter à ce jeune garçon, sa fortune ne peut pas donner à manger à tous les Camerounais. Pas du tout. Si c'était le cas, Biya est certainement plus fortuné que lui pourrait nous donner à manger à tous. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'il y en a qui sont dans la veille stratégique. Ils s'en foutent de savoir. Il y en a aussi qui me soulèvent très souvent l'argument tribal. Vous êtes Bassa et c'est vous qui combattez un Bassa. Je commence par dire, et je l'ai déjà dit, je ne combats pas Eto. Je ne suis pas d'accord avec ses méthodes managériales. Maintenant, la tribu ne me sert à rien, moi, Niemek. Puisque ceux qui m'écrivent même souvent pour dire tu combats un Bassa, eux, ils ne sont même pas Bassa. Et je leur demande honnêtement, mais comment vous faites donc pour soutenir un Bassa alors que vous n'êtes pas Bassa? On en reparle dans le cadre de ces échanges, parce que l'actualité a évolué au sein de la tanière. Ouais. Donc, comme nous sommes des journalistes, nous nous intéressons également à cette actualité. On en reparlera également ce matin. De toute façon, personne ne nous intimidera. Non, j'avais une remarque à faire. Il fallait que je la fasse. Vous m'avez troublé avec l'autre question. Je ne sais pas ce qui vous arrive depuis hier. Vous avez de très belles cravates. Et c'est encore le cas ce matin. Je voulais le faire remarquer pour le noter. En tout cas, Pierre Blérieux, si je le dis, on trouvera que c'est encore en retard. Tu sais, on l'a suffisamment dit. Bon. J'en ai un peu plus de 250. Mais donc, je me suis dit que celle-ci pourrait aller mieux ce matin. Elle vous va très bien. C'est une fortune, l'habillement. J'imagine. Ouais, je n'ai pas la chance. Ça me coûte quelque chose. Je n'ai pas la chance d'être fortuné. Le jour où je deviendrai fortuné, je viendrai prendre des leçons.
Pierre Blériot, Oui, un sac de modérateur doit être présentable. ça c'est clair. Sinon, il n'est pas un sac, il est un seau. En plastique. Pierre Blériot, Niemex, le consultant de tout temps, de tous les temps, en direct sur Info TV. Le temps d'une tasse de thé. Théophile Viens-Libia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Et Théophile Viens-Libia, c'est le plus jeune REC de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. La revue de la presse acte 1, c'est tous les matins à partir de 6h45. La revue de la presse acte 2, c'est tous les jours sur Espace Miné à partir de 10h. Théophile Vianney, que disent les journaux? Parfait, ici, la majorité des journaux qui sont en kiosque ce matin s'intéressent à l'affaire André Onana. Mais avant d'en arriver là, nous prenons d'abord cette une du journal Info Matin qui nous parle d'une autre actualité. Info Matin titre donc en grande une ce matin, rencontre fraternelle, ses oncles maternels prient pour lui. La traditionnelle assise de la grande famille des Etoudi, Yetotan, Etundu et Toulou a été marquée en cette fin d'année par la célébration d'une messe d'action de grâce pour Paul Biya et ses proches ce 26 novembre à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo, diocèse de Bafia. Cette grande communauté disséminée dans les régions du centre et du sud, dont est issue la mère du chef de l'État, s'est réunie cette fois à Ndikimineki dans le Mbam et Inubu sous la houlette du patriarche et porte-parole Laurent Serge Etunzingwa. On en parle en page 4. Au bas 1, on s'intéresse au forum des maires. Alain Mathieu Doko et Diane vont la destination Cameroun en Italie. À cet effet, le deuxième adjoint au maire de la commune de Moyomessala, à la tête d'une forte délégation, a participé en compagnie de ses collègues du 21 au 25 novembre à une réunion avec ses homologues italiens dans les régions de Lombardie, d'Émilie-Romagne et de Pistoia. On en parle ce matin en page 4, toujours du journal Info Matin de Dieudonné Vin. Le journal Le Jour d'Aman Mana nous plonge dans l'affaire André Onana et c'est la une de ce journal qui revient donc sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lion indomptable, le boulet Onana, c'est à lire au journal Mutation qui est en kiosque et qui revient également sur cette même affaire. À la veille du match décisif contre le Brésil prévu vendredi, le flou persiste sur les raisons du départ précoce du portier titulaire de la Tanière. On en parle en page 15. Le journal Le Messager de Fopius Njawe n'a pas loupé cette actualité. En grande une, on peut donc lire ce matin André Onana, l'agneau docile du sacrifice, officiellement mis à l'écart en raison d'un problème disciplinaire. Le gardien des Lions indomptables paye sans doute le prix d'un diktat imposé au sein de la tanière. C'est ce que nous dit le journal Le Messager. La nouvelle expression en sa petite une revient également sur cette affaire. Tanière des Lions, André Onana quitte définitivement. On nous le fait savoir en page 5. Ce journal s'intéresse également aux travaux publics. C'est naturellement la grande une de ce journal. Moins de routes bitumées en 2022, c'est le constat qui est fait par le journal La Nouvelle Expression. C'est selon le bilan des politiques publiques dressé le 25 novembre 2022 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouti. Un linéaire total de 395 km de nouvelles routes ont été bitumées sur le territoire camerounais au cours de l'année 2022. Le quotidien bilingue Émergence reste dans la tanière des Lions. En oreillette de ce journal, on peut donc lire Lion indomptable, André Onana viré de la tanière, à lire en page 11. On revient également sur ces phénomènes en grande une. Les femmes face aux violences, c'est la une du journal Émergence qui a constaté que de plus en plus les femmes sont face aux violences. L'essentiel du Cameroun, le bi-hebdomadaire d'information et d'analyse de Antoine Wongo Ahanda parle de ce Qatar 2022. Infime espoir de qualification, à lire en page 11. On revient également sur cette autre actualité. Crise anglophone, 3 terroristes arrêtés aux États-Unis. Le journal nous le fait savoir en sa une du jour. C'est d'ailleurs la grande une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de bandes armées sécessionnistes. 3 financeurs inculpés des citoyens américains d'origine camerounaise sont poursuivis par la justice américaine depuis le 28 novembre dernier, notamment pour participation à l'enlèvement du regretté cardinal Christian Toubi en novembre 2020, rançonnement des personnes et financement d'achats d'armes au profit des groupes terroristes opérant au Cameroun. De la page 2 à la page 3, on revient sur cette actualité qui est traitée également en grande une du journal The Guardian
African Post Daily qui revient donc présenter cette même actualité en disant que trois financeurs inculpés sont donc arrêtés du côté des États-Unis. On en parle ce matin. Bassin du lac Tchad, l'impératif de vaincre le terrorisme. On nous dit que la commission siège du côté naturellement du Nigeria. On en parle avec le journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba qui revient sur cette actualité. Diapason, l'hebdomadaire pratique d'emploi et d'économie ainsi que des finances, parle de téléphone et terminaux téléphoniques. La taxe douanière de nouveau en ligne, on nous le fait savoir. Dans ce journal, Econews de Pascal Dibamou s'intéresse au barrage de 43,93 francs CFA, le prix du kilowatt produit. C'est la une de ce journal. La loi de finances de l'exercice 2023 en examen au Parlement fixe le prix du kilowatt et donne la grille des répartitions des quotes-parts entre le Trésor public et le Fonds de développement du secteur de l'électricité. On en parle en page 5. Afrique Performance, qui est également disponible en kiosque ce mercredi, s'intéresse à la saisie des biens de Baba Dampoulou en Afrique du Sud. L'implication effective du gouvernement camerounais est présentée dans ce journal. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal L'Action de Jean Kueté, qui parle donc également de loi de finances 2023. Députés et sénateurs RDPC s'imprègnent. C'était à la faveur d'une réunion de groupe parlementaire de ce parti à l'Assemblée nationale et au Sénat avec les membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières. Au BAT 1, on revient sur le décès de Nina Sadi. Jean Kueté réconforte la famille. Le secrétaire général du comité central du RDPC est allé soutenir et présenter les condoléances du président national et l'ensemble du parti au ministre de la Communication suite à la disparition de sa fille. On en parle en page 2. Et puis du côté de Penka Michel, on nous dit que le président de la section OJRDPC Penka Michel est suspendu. Il s'agit de Joseph Aimé Mbopda qui fait donc ainsi les frais de son indiscipline, son insubordination et son absentéisme. Ces actualités sont à retrouver en kiosque ce jour. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse Acte 2 sur Info TV. Merci de votre aimable attention. Nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Irascible, irréversible, indéfectible et inamovible est et demeure votre fidélité. Merci encore. Merci Parfait. Merci également au panel. Merci Théophile Vianney pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le 19h en anglais c'est ce soir, le 20h en français. Un ou deux faits saillants de l'actualité à développer. Au 19h et au 20h d'Info TV ce soir, on reviendra naturellement sur les types de constructions que nous avons à Yaoundé, dans la capitale politique. Et on va revenir sur ces relations entre ceux qui veulent engager des constructions et naturellement les architectes et tous ceux qui entrent dans le processus. Est-ce que les propriétaires de maisons consultent habituellement les architectes? Est-ce que ces derniers respectent même les précautions à prendre dans la construction des maisons? Est-ce que ces derniers ont des permis de bâtir? À quoi sert même le permis de bâtir? Parce que nous voyons beaucoup de maisons à Yaoundé, lorsqu'on essaie de consulter, on retrouve que ces maisons n'ont pas de permis de bâtir, des maisons qui ont à démolir, et puis quelques jours après, le propriétaire passe la peinture dessus et continue quand même les constructions de sa maison à cet endroit-là. On va donc essayer de voir sur le plan de l'urbanisme quels sont les lieux où on doit construire et quels sont les lieux qui ne sont pas propices aux constructions des maisons. On en parle aux 19h et aux 20h. On reviendra également sur ce petit secteur d'activité qui est un tout petit peu négligé, mais qui de plus en plus monte en puissance. On parle du commerce et de la vente des fleurs à jardin botanique. On voit de plus en plus à Yaoundé des jeunes qui se lancent dans cette activité-là. On se pose la question, est-ce qu'il y a une formation adéquate? On va se rapprocher de ces jeunes-là, faire une incursion dans ce secteur pour voir est-ce que le secteur est prometteur, est-ce que ce secteur est productif, est-ce qu'ils gagnent quand même dans leur quotidien et comment ils font pour se retrouver dans ce secteur d'activité. Merci beaucoup. On dira donc tout simplement des journaux ce soir à caractère instructif. Oui. D'abord avec l'aspect des constructions bien évidemment. Au Cameroun. Qui doit construire, comment construire, le rôle de l'architecte, le permis de bâtir. On parlera également de ce que vous appelez la vente des fleurs. Bien évidemment. Comment ça se passe? Oui. Est-ce qu'il y a une école pour cela? Oui. Théophile Vianney. Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Il faut également dire avec Pierre Bluriou-Niamek qu'un grand événement se déroulera cet après-midi à partir de 11h de toute façon du côté de Nkouaban. Bref, après le quartier Nkouaban en allant du côté de Hawaï, dont la route d'Akonolinga. Donc 1 kilomètre après le carrefour Nkouaban où est situé ce centre de formation professionnelle
Saint-Christophe. Donc ce sera la première cérémonie où on remettra des diplômes à ces étudiants qui ont suivi une formation adéquate au niveau de ce centre de formation qui, je rappelle donc, s'intitule le Centre de formation professionnelle Saint-Christophe. Il faut également signaler que le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaoda, présidera personnellement cette cérémonie à partir de 15h du côté donc du centre de formation professionnelle Saint-Christophe. Pierre Blérugnemec, vous maîtrisez quand même ce centre de formation. Nous l'avons vu naître et le centre de formation existe depuis pratiquement déjà 2 ou 3 ans avec maintenant la première cuvée qui recevra des diplômes de fin de formation. Oui, nous connaissons de ces promoteurs qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui font bien leur travail. J'ai le privilège d'être voisin de ce centre de formation qui est accolé à un centre de à une clinique du même promoteur. Ça veut dire que les produits, c'est un centre de formation en métier de la santé. Tout à fait. Les métiers de la santé. Il est dans la zone d'Ebolmedjom, après Nkwaban. Et le promoteur a montré beaucoup de sérieux. Nous l'avons suivi jusque-là. Les étudiants, c'est la première cuvée. Nous osons croire que cela va en appeler à beaucoup d'autres. Et nous continuons de combattre les promoteurs clandestins qui installent des centres et arnaquent les parents et les enfants. Il faut être prudent, il faut aller vers des centres qui ont de la notoriété d'une part, mais aussi ceux dont les promoteurs ont un certain niveau de sérieux connu. Très bien. Et lorsque vous voyez qu'un ministre préside, il a présidé une première cérémonie, il préside aujourd'hui une autre cérémonie, ça veut dire que le centre, il est pris au sérieux par les autorités. Merci beaucoup. De toutes les façons, le moment arrivera où il y aura une sélection naturelle pour des promoteurs véreux et pour des promoteurs bandits plaisantins. Ils partiront d'eux-mêmes et ne resteront que véritablement des professionnels. Donc nous félicitons le promoteur donc, de ce centre de formation professionnel Saint-Christophe du côté d'Apran Nkwaban au lieu dit Eboalmedjom. Nous l'avons donc dit, nous le redisons, le docteur Malachi Manaoda, en sa qualité de ministre de la Santé publique, présidera cette sortie de formation des étudiants de ce centre de formation. Info TV sera naturellement au rendez-vous et vous aurez les images au journal de 19h, mais également de 20h. Dans le cadre justement toujours de ces revues de la presse tout à l'heure, je pense que la quasi-totalité de la presse nationale est revenue, Arnaud Victor, sur cette actualité majeure qui tient non seulement les réseaux sociaux, mais également les médias classiques depuis pratiquement 3 jours. Il s'agit d'abord de la mise à l'écart de André Onana, maintenant de la mise à l'écart définitive de André Onana, qui serait même déjà parti du Qatar. Je voudrais avoir votre commentaire de manière générale sur cette actualité, au moment où certains ont estimé que la sanction a quand même été lourde, même si pour l'heure, de manière officielle, on ne sait pas encore exactement ce que le portier camerounais a eu pu faire pour mériter une telle sanction. Le communiqué officiel de la FECAFO dit simplement pour des raisons disciplinaires. Oui, il faut déjà dire ici que personne n'a échappé ou alors n'échappe à cette actualité depuis hier sur la toile. Ça va justement dans tous les sens. Moi, le dernier pan de votre prise de parole en voulant me passer le témoin m'intéresse beaucoup. Personne, en réalité personne jusqu'ici, ne sait encore ce qui s'est réellement passé au Qatar. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, on aura plus d'informations. Ce qui est clair et ce qui est vrai, c'est que André Onana est parti avec ses coéquipiers. Il ne va pas rentrer avec eux parce que il a pris déjà le vol. D'après les informations que nous avions, c'est pas pour l'Italie, c'était plutôt en passant par Paris pour atterrir à Yaoundé. Alors, c'est une situation qui me dérange personnellement parce que lorsqu'on regarde les autres lions de la Teranga du côté du Sénégal, je ne dirais pas tout de suite que c'est la sérénité qui est là-bas, mais ils brillent tout au moins par leur qualification au 8e de finale. Je ne dis pas encore que nous sommes morts, puisque vendredi, nous pouvons encore également nous qualifier, mais qu'est-ce qui fait l'actualité des Lions indomptables au Qatar depuis 3 jours? Ça n'a totalement rien à voir avec nos performances. Vous voyez qu'on s'est totalement éloigné du sujet. On ne sait même plus quelles sont les armes que nous avons pour essayer, n'est-ce pas, de renverser la vapeur et battre le Brésil. C'est le cas André Onana. Moi, je ferai le maximum d'efforts pour avoir un peu de réserve
et ne pas m'aventurer dans un champ qui risquera d'être glissant par la suite. Ce qui est déjà clair, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a donc une frange d'information d'un journaliste assez connu, dont je vais taire le nom, qui fait état de ce que lorsque le Cameroun a livré le match contre la Suisse, André Onana a touché 61 ballons, soit 26 ballons en dehors de sa surface de réparation. Ce qui n'a pas tout de suite plu au coach Rigobert Song, qui a bien voulu le faire savoir en disant à André Onana qu'il n'était pas milieu de terrain et qu'il n'était pas normal qu'il touche des ballons en dehors de la surface. André Onana, à son tour, aurait essayé de trouver des justificatifs en montrant combien certains défenseurs n'avaient pas fait leur job et a manifesté son mécontentement en disant même qu'il y a certains avec qui il ne veut pas jouer. Alors, maintenant ça, aussi le ton est monté d'un cran parce que il l'aurait fait à mon vision depuis devant les autres coéquipiers. Il s'est donc énervé. La vidéo que moi j'ai ici, c'est celle qui montre effectivement qu'il est en train de retirer ses gants. Il commence à marcher. Le coach de Robertson est un peu loin avec sa casquette et quelqu'un d'autre à côté. Il y a un joueur, je crois, Mbassogo, qui va vers André Onana pour essayer de le saluer. Il refuse de le saluer. Il enlève visiblement ses gants et il simule une blessure. Lorsqu'il simule dans la blessure, le médecin ne confirme pas qu'il est blessé, le médecin du staff. Comment vous savez qu'il simule une blessure? Il dit justement qu'il sort parce qu'il dit qu'il est blessé. Il sort, il enlève les gants, il enlève visiblement les gants en disant qu'il est blessé. Alors là, lorsqu'il dit qu'il est blessé, Aboubakar Vincent, qui est le capitaine, essaye de prendre sur son côté, prendre parti en affirmant effectivement que André Onana a un malaise. Rigobert Song réitère que André Onana n'a pas un malaise. Il est simplement mécontent du fait que on n'a pas accepté ses doléances. André Onana, ce serait donc, moi je vais préférer parler au conditionnel, ce serait donc rendu chez le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Il a soumis le problème, M. Samuel Eto'o se retrouve donc entre le marteau et l'enclume, entre le sélectionneur et le garçon. Ce que vous êtes en train de relayer là, c'est ce qu'un journaliste a dit. Hein. Un journaliste a dit. Qui est en France. Juste tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis. Je le nom du journaliste. Voilà, je mets tout entre griffes. Je mets tout entre griffes. Alors là, le président Samuel Eto'o essaye tout de suite de prendre quand même connaissance du dossier. Il ne prend pas parti. Il prend le dossier, il demande, eu égard de tout ce qui s'est fait, à André Onana de présenter ses excuses au sélectionneur. Parce qu'il reste et demeure le sélectionneur de l'équipe nationale. André Onana n'a pas voulu demander n'a pas accepté de demander les excuses. Comme nous n'avons pas, nous ne sommes pas sûrs. Voilà, donc ça fait quand même par ce journaliste. Et autre chose, oui. Et autre chose, il y a une autre vidéo d'un journaliste agréé qui se plaint qu'ils n'ont pas les informations de la tanière. Ils n'ont aucune information concernant la tanière, même sur cette affaire. Et que les journalistes italiens, naturellement de Délo des Sports, seraient venus vers eux, avec d'autres journalistes italiens, pour avoir l'information, puisque eux sont les journalistes camerounais. La FECAFOOT ne leur a donné aucune information. Et c'est une situation qui est désolante parce que eux, au moins, devaient jouer le relais entre les journalistes qui sont au Cameroun et ceux qui sont partis là-bas pour donner la bonne information. Ce qui est clair et ce qui est net, c'est que dans la tanière, il n'y a pas un climat de sérénité et ça fait très mal. C'est d'autant plus que des lions indomptables ont eu chacun 60 millions de francs CFA. Quelqu'un m'a dit ici sur le plateau la dernière fois que c'est l'argent des billets. Si eux peuvent nous donner cet argent des billets là, moi je vais le transformer en argent de beaucoup d'autres choses. Donc ça fait tellement mal. Tout le souhait qui est nôtre est qu'on passe au 8e de finale. Qu'on passe ou non, ce qui est clair, c'est que ça ne va pas dans les lions indomptables et ça n'honore malheureusement pas l'histoire du Cameroun en ce qui concerne le football, parce qu'on se rappelle en 2010 où c'était encore 1000 fois catastrophique, où Samuel Eto'o et Achille Manasson passaient aux médias le matin pour nous démontrer qu'ils avaient fait la paix, ils avaient fumé au calumet de la paix, que tout allait bien. Le soir au stade, on a vu comment Achille Manasson refusait les passes à Samuel Eto'o et c'est une situation qui nous a pas honoré. On est sorti la queue entre les jambes, visiblement, que lumière soit faite et que nous également, on puisse avoir la véritable information dans cette affaire. Merci beaucoup, Arnaud Victor Eyada. Je vais passer la parole à M. Bétéké Joseph Georges. Vous avez beau être architecte, mais vous suivez quand même cette actualité ayant trait aux lions indomptables. J'ai apprécié quelque chose que Arnaud Victor a relevé tout à l'heure. Les lions de la Teranga, ils sont aussi des lions, hein. Eux, ils ont célébré hier leur qualification en 8e de finale. Mais nous passons, depuis 3, 4, 5 jours, nous parlons plutôt des problèmes d'hommes, des problèmes d'individus. J'ai peur de dire des problèmes d'ego.
André Onana, l'un des plus grands portiers de ce monde, a donc été mis de côté pratiquement comme un malpropre. Il a été chassé de la tanière, disons-le ainsi, selon la FECAFOOT, au niveau de son communiqué officiel, pour des raisons disciplinaires. Pour l'heure, une partie de l'opinion veut savoir, avec grande exactitude, ce que Onana a eu à faire pour mériter une sanction aussi lourde, alors que nous sommes engagés dans une compétition aussi importante, une compétition aussi délicate. André Onana a-t-il commis l'irréparable? Parfait. Moi, je pense que il n'y a pas de sévérité depuis longtemps. Et je dirais à qui profite le crime. Si vous avez remarqué, depuis que la Coupe du Monde a commencé, la tanière a toujours eu des problèmes. On n'a jamais parlé vraiment des points positifs de cette équipe. Cela ne participe pas à la sérénité dans cette équipe. Moi, je dirais même que c'est un peu normal de voir le comportement d'Onana. Parce qu'au vu de tout ce qui est arrivé avant, les gens ont perdu les objectifs. L'objectif d'aller à la Coupe du Monde, c'était quoi? Le président Samuel Eto'o l'a dit. Ils veulent rentrer le plus tard possible, si je peux dire ainsi. Mais les uns et les autres manquent un peu d'humilité et que chacun prenne ses responsabilités. C'est un peu désolant de voir que ces genres de problèmes arrivent à ce niveau. Parce que dans la tanière, il faut que les gens aient plus de maturité, que les gens soient plus humbles, quels que soient les défauts des uns et des autres. Je pense que quand ils sont partis en Algérie, il y a eu cette humilité qui a fait en sorte qu'ils ressortent vainqueurs. Je pense que c'est encore possible de faire quelque chose maintenant, que de chercher à jeter l'anathème, que ce soit sur le président ou que ce soit sur Onana. Il faut que ceux qui ont la possibilité... On ne peut plus rien faire, puisque Onana lui a été mis à la porte. Oui, je suis d'accord. C'est terminé là. Maintenant, Onana est parti. Entre-temps, je veux qu'on évolue au niveau du débat. Hein. Oui. Onana a donc été, moi je préfère dire chassé. Oui, il a été chassé. Epassi est donc le deuxième gardien. Oui. Vous et moi, nous savons en réalité qu'Epassi n'a pas été préparé pour jouer ce rôle. On savait que c'est Onana qui devait jouer. Et Epassi est un gardien, disons-le, de seconde zone. La décision prise de mettre Onana de côté, même si on ne nous dit pas exactement ce qu'Onana a eu à faire, oui, a-t-elle été une bonne décision en pareille circonstance? Et risquer mettre Epassi, où vous et moi on a constaté qu'il fallait simplement loger normalement le ballon au niveau de la lucarne et c'était dedans. On a préféré perdre. Moi je pense que est-ce qu'on est encore à ce niveau? On est en train de perdre des objectifs actuellement. Maintenant, on a Epassi. Qu'est-ce qu'on fait pour que Epassi, dans ses lacunes, soit performant? On le met en confiance. C'est ça le problème, parce qu'on en est parti, on a été chassé, mais on ne voit pas, certains peuvent partir aussi là, maintenant. Est-ce que nos objectifs primaires, qui étaient de arriver le plus loin possible là, est-ce qu'on rentre au deuxième tour? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Moi, je pense que c'est là où on n'a plus de temps maintenant. Epassi est là. Est-ce qu'on en a... Moi, j'étais même en train de dire qu'on en a peut revenir. Si on en a doit revenir, il peut revenir. Si on a la volonté... Même s'il revient, il va jouer avec quel état d'esprit? On doit mettre les moyens qu'il faut, la force qu'il faut, les énergies qu'il faut. Très bien. Si on veut atteindre nos objectifs, je pense que c'est là, à mon avis, c'est là le problème. Je passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous parlions encore ici hier. Nous étions encore sur cette logique qui voulait que Onana puisse rester au sein de la tanière et voir même comment il peut être le portier contre cette redoutable formation brésilienne. Nous étions encore dans cet état d'esprit qu'en soirée, nous avons un autre communiqué de la FECAFOOT plus sentencié qui nous fait comprendre que Onana a été chassé de la tanière. Bon, quand les douleurs de l'enfantement s'aggravent, même les membres de la famille peuvent voir la nudité de leurs membres de famille. Je traduisais là le verset. C'est quoi ce proverbe? C'est-à-dire que si tu avais ta soeur et qu'elle veut déjà accoucher, là, tu ne peux plus dire que je ne peux pas voir la nudité de ma soeur. Il faut intervenir. Mais il faut intervenir. Non, ce n'est pas là-bas que le problème a commencé.
Je suis très content de notre frère architecte qui nous invite à faire si... Non. Dans mon village, quand une situation est grave, on appelle les sages pour qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. On nous dit que les enfants ont gâté cette affaire, dites-nous quelque chose. L'affaire est gâtée depuis le début. Je vous prends, c'est vous qui verrez d'où est parti le comportement d'Onana. Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o. Pourquoi Ondoa n'est-il pas dans l'équipe qui est partie? Pourquoi le gardien Ondoa n'est pas dans l'équipe? Alors que nous l'avons appelé à corps et à tête. Pourquoi Ondoa? Je dis en plus d'Onana. C'est-à-dire que si on veut classer les meilleurs, acceptons qu'Onana est le meilleur. Qui est le deuxième au Cameroun? Ondoa. Et pourquoi Ondoa n'est pas dans l'équipe? Toujours les caprices d'un seul homme. Non, nous on ne va pas payer pour ses caprices. Nous, je dis non. Il n'est pas là parce qu'il ne fallait pas que Ondoa ait de la pression. Mais s'il était quelqu'un qui réfléchissait... Pourquoi Onana ait de la pression? Onana ait de la pression. S'il était quelqu'un qui réfléchissait loin, il allait se rendre compte que le monopole est souvent source d'orgueil. Exact. Le monopole est source d'orgueil. Quand je sais que sans moi, personne d'autre ne peut. Si on avait Ondoa, est-ce qu'on serait en train de poser le problème et pas si? Non. Non. Donc l'erreur est partie de ce que les gens ont voulu que leurs enfants se sentent bien. Maintenant, un enfant que vous avez éduqué d'une certaine manière, si la version est vraie, elle n'est pas en faveur de Samuel Eto'o. Je vous dis non. Parce que s'il y a un problème dans la tanière et qu'un joueur sorte pour aller voir le président de la FECAFOOT, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il pense que de ce côté-là, il peut avoir des efforts, des soutiens particuliers. Et qu'est-ce qui fait donc problème? Vous avez souligné un problème plus grave. D'autres peuvent partir. On peut donc imaginer que Samuel Eto'o arrivé dans la tanière, a vu l'aspect général. Si cette version est vraie, elle est contre Samuel Eto'o. Ayant vu l'aspect général, c'est dit que si je prends parti pour Onana, tout le groupe tombe. Vaudrait donc mieux sacrifier Onana. Sauf que là, ni Samuel Eto'o ni Song ne sont des managers. Parce que ce qu'ils ont mis en avant, c'est leurs égos. Je le dis clairement. Samuel s'entretenait avec son coach et le coach remettait Onana dans ses bottes et lui disait: petit, tu vas jouer selon mon système. Un point, c'est tout. Et on en allait jouer. C'est-à-dire que personne n'allait mettre son ego devant. Ce qu'on allait mettre, c'est le management. Ce qui s'est passé et qui dessine donc la qualité de l'homme qui est coach, c'est que fatigué d'être ridiculisé, son a dû dire que décide aussi maintenant. Et toi aurait été donc dans cette version-là obligé de décider. Mais on a dit à Samuel depuis qu'il arrête de décider. Comme il a commencé à décider, qu'il décide jusqu'à la fin. Parce que c'est lui qui doit se mettre au goal. Il a déjà joué au goal une fois. C'est lui. Ce n'est pas un passoire qui doit être au goal. C'est pas si. Non. C'est maintenant Eto'o qui doit aller au goal. Parce que vos petites rêveries, vos petites sorcelleries, ce n'est pas un souhait, mais nous allons rentrer au premier tour. Comment ça? Non, vraiment c'est le matin. C'est pas le matin qu'on dit comment si les Lions, si les Lions indomptables gagnent le Brésil par exemple par un score de 3-0 et que la Serbie tape la Suisse par un 1-0, ce sont les Lions indomptables qui sont qualifiés. La chance que j'ai, c'est que je suis initié à la sorcellerie d'ici et à celle des Blancs. Ah bon? Voilà. Donc, d'accord. Arrêter, si les ceci font comme ça. faut arrêter. Nous sommes des Sicilons. Non, faut arrêter ce genre de choses. Vous aviez votre match de qualification contre la Serbie. Celui-là, vous le gagnez. Vous aviez la possibilité de faire le nul. Même contre la Suisse. Le nul. Je laisse même la Suisse, on avait déjà perdu. Vous aviez la possibilité de faire un nul avec le Brésil. Ce qui se présente, c'est que le Brésil étant premier, s'il essaie de perdre son rang de premier, il court le risque de jouer avec un autre premier. Le Brésil veut la Coupe du Monde. Bon, on me dit aussi que vous avez préparé l'argent pour acheter les matchs. Il paraît que comme votre président a joué au très haut niveau, il sait comme... Vous voyez comment les gens commencent à raisonner. Il a joué... Quand il lui-même jouait, pourquoi il n'a pas acheté pour être ballon d'or? Non, il faut arrêter ce genre. Il ne va rien acheter parce que personne ne va rien lui vendre. Nous allons perdre la match du vendredi. Ce n'est pas un souhait, mais nous allons le perdre. Et nous allons rentrer. Oui, l'espoir c'est bon, mais nous allons le perdre dans la réalité. Et je vous avais dit, il y avait un certain Ediga à côté de moi. Ouais. Je vous donne rendez-vous lundi prochain
vous verrez que tous les étos vont vider la salle. Et nous, on va commencer à parler donc. Et ceux qui ne voulaient pas nous écouter seront obligés de nous écouter. Merci beaucoup. Voilà. Alain Mongan, lorsque nous parlons des lions indomptables dans notre pays, c'est une affaire très importante. Nous savons que c'est l'un des domaines qui réussit encore à rassembler les Camerounais. Ces lions indomptables qui sont du côté du Qatar, ils sont là-bas pour l'honneur du pays ou alors pour leurs égaux. Ils sont là-bas pour l'honneur du pays ou alors pour leur propre pouvoir. Je ne sais pas si c'est une question. C'est une question. Mais en fait, c'est tellement évident qu'ils soient là-bas pour l'honneur du pays. Mais ce que j'allais dire, franchement, c'est que j'admire beaucoup ceux qui s'intéressent beaucoup au football, ceux qui commentent le football, ceux qui experts dans le football, parce que pour moi, c'est un divertissement. Ah bon? Oui, c'est un divertissement. Si un divertissement vous prend déjà autant de milliards pour un pays pauvre et très endetté, vous pensez que c'est encore un simple jeu? Moi, la question d'argent pour un pays, c'est pas important. Ah Parce bon? qu'un pays n'a pas vocation à faire des bénéfices. Je veux dire, il y a plusieurs autres bénéfices qu'un pays peut réaliser. Donc, le bénéfice de Donc, un pays a vocation à perdre et non à faire des bénéfices. Vocation à faire des bénéfices. Je dis, ça c'est le principe. Participer à une activité ne veut forcément pas dire qu'on va en sortir avec un bénéfice. Ça s'appelle l'honneur du pays ou bien une obligation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous irons à une compétition, le contribuable camerounais donnera un certain nombre de milliards. Comme c'est un jeu, on rentrera après avoir bagarré en stade, après avoir fait étalage de nos égaux, et on rentre, on dira non, c'est un jeu, un pays n'a pas vocation à faire des bénéfices. La vérité, c'est que, voyez-vous, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un secteur tellement délicat qu'il y a autant de Camerounais que de coachs, autant de Camerounais que de joueurs, autant de gardiens, autant de si. Je voudrais quand même à un moment donné que quand on a un secteur d'activité, qu'on les confie aux professionnels et qu'on s'en tienne à ce qu'ils font. Alors on les juger à la fin de leur opération, mais ne nous mettons pas entre... Il n'y a pas de jugement à mi-parcours. Donc, en réalité, le football est tellement sensible que moi, personnellement, par rapport au secteur de l'habitat, qui est encore plus important. Vous pensez que s'il y a un dirigeant... consacrer le temps que j'ai à résoudre des problèmes sérieux des Camerounais à régler des problèmes qui ne dépendent pas de moi ou de mon secteur. Ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse des choix. Quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait le tour de les autres panélistes, j'ai cru que vous avez compris que moi, le football, c'était pas mon dada. Toutes mes excuses de vous avoir posé le problème. Mais comme c'est le Cameroun, je me suis dit que vous, en tant que Camerounais, ça vous intéressera. Oui, monsieur Bieteke dit que ça influence aussi l'habitat. Ça influence aussi l'habitat. Quoi, le football? Le football. Bien évidemment. Oui, puisque vous voyez que le football, je prends un exemple simple, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils doivent construire. Les stades. Ils doivent construire pas seulement les stades. La qualité de vie va changer et tout. Les Camerounais, si ça gagne, ils vont boire des boissons, mais il y a d'autres qui vont investir. Il y a des petits commerces qui vont fonctionner. Et donc c'est pas une affaire inutile. C'est pas une affaire inutile. C'est même une affaire qui transversale. Exact. L'économie du football. Ça, c'est l'économie du football, c'est l'économie du sport. Ça m'intéresse. Mais le reste, là, n'est pas très intéressant. Rien que le fait qu'on n'ait pas gagné, il y a certains qui n'ont pas pu nourrir leur famille. Il y en a même qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Donc non, mais il faut reconnaître que moi, je ne peux pas accepter que l'aîné banalise le football en disant que ce n'est qu'un divertissement. Beaucoup de Camerounais, beaucoup dans le monde font du football un métier. Et ils vivent de ce métier. Tout à fait. Au-delà du jeu, il y a l'enjeu. Vous avez bien fait de relever l'économie. Tout ça, ça fait partie du monde. Bon, il y a aussi quelque chose que Bélo a dit qui m'a intéressé. Que lorsqu'il y a un problème, les sages, ça c'est justement pour trouver une solution. Non, attention. La CAN se joue au Cameroun il y a de cela quelques mois. L'équipe du Gabon. On a sanctionné et rayé de l'équipe nationale du Gabon un certain Aubameyang, capitaine. Parce qu'on l'a trouvé en boîte de nuit. Je voulais justement... Attendez un peu. On a sanctionné. Pardon, Victor, je vous pose une question. Vous avez donné la raison pour laquelle on a sanctionné. Et elle a été Aubameyang immédiatement. Et elle a été... Attendez un peu, je vous pose la question. C'est-à-dire, quand on a sanctionné Aubameyang, la fédération gabonaise de football n'a pas dit pour des raisons d'ordre disciplinaire. On a dit, on a sanctionné Aubameyang parce qu'il était en boîte de nuit et il est rentré avec 2 filles.
Il est rentré avec 2 filles étant comme un Polonais. 2 à l'hôtel. C'est même à l'hôtel qu'on a commencé d'abord lui dire, monsieur, ce genre de comportement, ça ne se passe pas comme ça. Et la fédération gabonaise a sanctionné Bamiyang et a donné cette raison de manière claire. Maintenant, pour le cas, comment on l'appelait, André Onana, la fédération a dit quoi? Ok. Chacun a son mode de communication. Oh là là. Non, attention. La fédération camerounaise n'est pas obligée de communiquer. Attention. La communication, les grandes il est une chose. est la même. Moi, je ne veux pas jeter le propre ou l'anathème sur qui que ce soit. Il n'y a pas d'anathème, il faut dire pourquoi. Mais je dis juste ceci. Peut-être que demain, lorsqu'on vous donnera les raisons pour lesquelles il a été rayé. Pourquoi on doit d'abord... Vous risquerez même dire qu'il fallait qu'on coupe sa tête. Non, attention, c'est pas moi je dis que il faudrait que nous restions intégrés. Est-ce que vous savez que c'est la fédération... Attends, Arnaud, je vous relance encore. Est-ce que vous savez que c'est la fédération qui devrait nous aider pour le cas Androna, pour éviter les suspicions, toutes ces suspicions, pour arrêter tous ces commentaires, ces rumeurs. La fédération refuse de donner la raison pourquoi. La fédération sait pourquoi. Pour le moment, elle ne donne pas la raison. La fédération sait pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas de fous à la fédération. J'espère qu'il y a des journalistes chevronnés à la fédération. J'espère qu'il y a des communicants et des communicateurs. Il y a même des communicants qui écrivent en anglais. C'est un problème de communication. Moi, je ne voudrais pas qu'on jette en pâture un compatriote qui est André Onana. Je ne voudrais pas qu'on jette en pâture un compatriote qui est Samuel Eto'o-Fils. Moi, je pense que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de sérénité au Qatar et la fédération a trouvé opportun de mettre à l'écart André Onana, peut-être pour le reste du Merci beaucoup. Donc, une seule dame avait pourri toute la bouche. Arnaud Victor, il devait être Arnaud Victor, ce que je vais vous faire comprendre, tout en prenant une autre rubrique, et que j'ai confiance aux Camerounais. Vous savez que il n'y a pas que les joueurs et Samuel Eto'o et le coach qui sont au Qatar, non? Tout à fait. Mais vous savez que on élimine les Lions, et toute la vérité sortira. Songo avait assuré Jean Lambert lors d'une coupe. En conférence de presse, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu bagarre. Bon, mais comment on nous a éliminés, ils ont affirmé qu'il y a eu bagarre. Non, nous disons que le groupe n'est pas humainement bon. Et l'homme qui devait rendre le groupe humainement bon, lui-même n'est pas humainement bon. Quand quelqu'un qui n'est pas humainement bon est dans un groupe, le groupe là ne pourra jamais être humainement bon. Il a de petites habitudes qui ne font pas. Monsieur Yada, je vous le dis. Ni Samuel Eto'o, ni ceux qui entourent Samuel Eto'o ne peuvent créer un groupe humainement bon. Ça, je vous le dis en vous. Personne là ne peut créer un groupe humainement bon. Là, je vous ai dit que le fait de refuser à Ondoa, parce qu'on veut comme notre protéger seul. Si on imaginait seulement une blessure. Ondoa, c'est le fils d'Eto'o. Hein? Non, ça on en a fait le fils d'Eto'o. Ondoa, c'est le fils d'Eto'o. Pourquoi ils sont tous de la foule d'Esport? Non, sortir de là ne suffit pas. Non, il faut les enfants. Non, il faut faire les salamalek. On doit, quand on dit aux Camerounais, si Epassi joue mieux qu'on doit. Vraie question. Est-ce que Epassi joue plus qu'on doit? C'est Epassi qui nous qualifie pour la CAN. Donc, c'est pas la question. Est-ce que Epassi joue mieux qu'on doit? Oui. Blero, je vais vous dire quelque chose de pertinent. Est-ce que Epassi, toi, on va parler de Bel Joseph Antoine Bell, que vous connaissez tellement bien. Nous sommes en 1990. Bel Joseph Antoine est notre gardien titulaire. Vous avez dit ici que l'autre est de seconde zone. Ça veut dire que Thomas Okono allait aussi comme un gardien de seconde zone. Non, vous savez les performances. Vous ne savez pas. Il était deuxième gardien. Non, il était deuxième gardien à la base. Vous clarifiez là-dessus. À l'époque de Bell et Thomas Okono, le leadership était même discuté. Ça, c'est clair. Ça, rien n'était évident que tel. Comment on était un joueur de haut niveau? Non, les deux jouaient dans de très grands clubs et le leadership était discuté. Bell a beau être mon ami, je vous le dis. On pouvait mettre Bell, c'est-à-dire que, à cette oui, c'est pour votre culture, les Camerounais même, je vais même vous dire pour la vérité, une grande fan de la population préférait Nkono. Oui. Donc, il faut le savoir. Bell avait une caractéristique particulière, il était charismatique. Maintenant, Bell avait d'autres qualités de joueur. Il n'était pas très au-dessus de Nkono. Non, c'était pas un joueur de la première zone. Non, c'était. Et ce challenge faisait que chacun devait se surpasser. Très bien. Et je crois d'ailleurs qu'entre Ondoa et Onana, c'est le cas. Ils sont presque du même niveau. Merci. Mais pas si à du niveau de Niemek. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Toujours est-il que cette actualité sur les Lions indomptables continuera à nous intéresser. Et rassurez-vous, nous continuons à fouiller la bonne information, la vraie information,
qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse chasser André Onana tel un malpropre du côté du Qatar? Nous continuons à fouiner et nous allons vous donner cette information. Nous prenons notre rubrique. La dénonciation de ce matin nous amènera encore à parler d'un phénomène au niveau de notre société. Par la suite, on proposera quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin nous est livrée par Arnaud Victor. Nous allons dénoncer, ça me fait mal, puisque je suis du corps et du métier, certains journalistes aujourd'hui qui brillent par le scoop, beaucoup plus sur la toile. C'est-à-dire, ils ont cette envie-là d'avoir la primeur de l'information et déroutent à longueur de journée les Camerounais. C'est-à-dire, le matin, on vous dit que non, on en a encore au Qatar. Le soir, on vous dit non, je me suis trompé. Non, non. Il faudrait que les gens prennent le métier de journaliste au sérieux au Cameroun. Parce que ce qui se passe aujourd'hui beaucoup plus sur la toile, avec ceux qui se font appeler lanceurs d'alerte, parfois même, ça va dans tous les sens. On ne sait même plus qui est journaliste. Donc, je dénonce vraiment ça ce matin pour que lumière soit faite. Parce que un journaliste, c'est aussi la vitrine d'un pays. Merci beaucoup. Monsieur Alamonga, j'espère moi que là c'est une actualité qui peut vous intéresser. Non, tout m'intéresse. Il faut laisser aux professionnels leur mission. Et comme vous n'êtes donc pas journaliste, donc vous n'en parlez pas. Ben non, les journalistes qui il faut qu'on se comprenne. Allez-y, allez. Il faut quand même que le problème, c'est que le football est très glissant et emporte trop de passion. Et je me connais, je sais ce que je suis en matière de passion. Donc je préfère ne pas m'intéresser à quelque chose de très complexe. Je vous amène à parler donc des journalistes. Arnaud Victor dénonce le fait que certains journalistes donnent des informations sans avoir au préalable vérifié. Le matin, on vous dit que André Onana n'est plus au Qatar. Le soir, le même journal revient vous dit non, je présente, mais ce que je me suis trompé, André Onana est encore au Qatar. Est-ce que c'est un bon journaliste, celui-là? Du tout, c'est pas un bon journaliste. Il ne marche pas selon les règles déontologiques. Et je pense pour moi que en dehors même de l'organe de régulation des métiers, des professions de journalisme, le CNC. Il faudrait que les journalistes eux-mêmes s'organisent. S'auto-régulent. Oui, s'auto-régulent. C'est-à-dire qu'un journaliste qui agit de la sorte, qu'il trouve un mécanisme pour lui fermer ou bien pour le sanctionner, afin qu'il ne le fasse plus. Parce qu'il ne porte pas un honneur. Il n'honore pas, n'est-ce pas, leur profession. Très bien. Je pense que c'est pas bien. Il a bien dit qu'il cherche le scoop. Il veut être attiré. Et comme la réalité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir beaucoup de vues, c'est d'avoir beaucoup de ceci. Il a l'impression que dire cela, à un moment donné, attirera le nombre de vues. Et il ne sait pas qu'en fait, il va se comporter comme quelqu'un qui, à un moment donné, quand il va lancer une alerte vraie, les gens ne voudront pas regarder. Merci beaucoup. Voilà un monsieur qui a l'habitude de blaguer. Ça peut être contre-productif pour lui-même. Monsieur Joseph Bieteke, est-ce qu'il faut dire que la chasse effrénée vers le scoop a tendance de plus en plus de nos jours à tuer ce beau métier qu'est le journalisme? Oui, je pense effectivement qu'il y a un problème dans le journalisme, c'est un peu comme dans tous les métiers. C'est un peu la problématique que nous avons au niveau des métiers, au niveau du pays. Il faudrait déjà qu'on respecte les canons du journalisme et qu'on s'en tienne à ça de manière automatique pratiquement pour chasser les brebis galeuses, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aussi que ça prenne une proportion telle que on ne prendrait plus les journalistes au sérieux. Et c'est un peu ce qui se passe dans tous les métiers. Très bien. Pierre Bleru-Niemek, lorsque nous étions enfants et un peu plus jeunes, nous avions quelque chose en nous. C'est-à-dire quand vous avez suivi une information à la radio, ou bien à la télévision, ou bien vous avez lu dans un journal, vous êtes sûr que c'est la vérité. C'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Et quand quelqu'un commence à discuter avec vous, on lui disait rapidement, j'ai suivi à la radio. Est-ce qu'on peut encore dire des choses comme ça de nos jours? Parce que tu as suivi une information à la radio, bien à la télé, bien tu as lu ce que vous appelez les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut encore être sûr que c'est vrai à 100%? Et qu'est-ce qui fait problème? Non, on ne peut plus être sûr que c'est vrai à 100%, mais le problème est ailleurs. Sauf que Arnaud Yada a fait une première dénonciation avant celle-ci. C'est elle qui explique le cas particulier
des errements qu'on peut observer, il y a une opacité communicationnelle de la Fédération camerounaise de football. Les journalistes ne sont pas des devins, des dieux ou des mystiques. Les journalistes ont ce qu'on appelle des sources. Donc les journalistes ne font pas la magie. Ils ont des sources. Des sources sont des formes de relais. Alors quand une organisation décide de se fermer aux journalistes, et c'est le cas, on jette donc dans la supputation. Comme chacun veut dire quelque chose. Mais c'est ce que je lui fais remarquer maintenant. À l'époque, quand les Lions voyageaient, il y avait toujours des journalistes dans la tanière, n'est-ce pas? C'est eux qui pouvaient nous dire ce qui s'est passé. Pas forcément dans la tanière, mais dans l'équipe. Aujourd'hui, tous les journalistes sont tenus à bonne distance. J'ai vu un ami du président de la FECAFOOT, journaliste, publier une information de première main, lui étant au Cameroun, et s'en vanter. On lui a fait remarquer qu'on sait que toi, tu as le téléphone direct. Donc ne nargue pas ceux qui n'ont pas le téléphone direct, parce que vous avez fait une sorte de secte qui ferme, je parle en français, vous avez fait une sorte de secte qui ferme la communication de la FECAFOOT, et du coup, chacun va y aller de son propre latin, inventer des choses. Ce qu'on fait quand on ne veut pas qu'on invente des choses, et c'est une obligation, on donne l'information aux bons journalistes. On leur passe les... Mais vous pensez, quand les journalistes vous donnent des scoops, est-ce qu'ils sont des dieux? Non. Non. Donc, maintenant qu'on a décidé de ne pas leur passer l'information, les journalistes, pour quelques-uns d'entre eux, commencent à faire la guerre avec les journalistes des réseaux sociaux. Ça fait donc que chacun veut avoir le scoop. Mais revenons-en au cas André Onana. Non, les journalistes, pour la plupart, ne se sont pas trompés. C'est qu'il y a eu plusieurs mouvements d'André Onana. À chaque moment, on a cru que celui-ci était le bon. À un moment donné, André Onana a décidé de partir. Après, lui-même s'est ravisé que s'il partait de son propre chef, cela ne serait pas bien. Quelques-uns de ses conseils lui ont dit non. Eh bien, tu n'es pas venu de toi-même. Il faut attendre que c'est la fédération qui te chasse. Vous avez bien vu que par la suite, André Onana est allé voir le match dans les gradins en tenue de ville. Les images que vous avez sont aussi des images de journalistes. Ça veut dire qu'on l'a pisté. On peut vous pister, vous pouvez échapper aux journalistes à un moment donné, ils donnent une information qui n'est pas très exacte. Je dis, dans le cas d'espèce, la communication n'est pas bonne, elle est opaque. Je crois qu'on y met de l'opacité parce que vous espérez que vendredi, vous allez battre le Brésil. Bon, après le match du Brésil, c'est simple, vous laissez donc l'opacité et les pratiques sectaires, vous nous dites ce qui s'est passé. Et moi, je dis, si André Onana s'est mal comporté, je serai l'un des premiers à taper sur les doigts d'André Onana. Si Eto'o s'est mal comporté, je ferai pareil. Vous voyez que pour moi, il n'est pas Dieu. Si Son s'est mal comporté, je ferai pareil. Et les Camerounais doivent être ainsi. Il n'y a pas que... la justification qu'on donne souvent, les grands joueurs ont droit à certains caprices. Oui, si André Onana s'est mal comporté, étant à la Coupe du Monde, nous allons le punir très bien. Parce qu'il ne peut pas aller faire les caprices là-bas, sachant que son père a laissé les autres gardiens qui pouvaient le remplacer. Et pas nous faire des choses avec les passoires. Donc, il faut qu'il se comporte bien. Il faut qu'il se soit bien comporté pour qu'on lui pardonne. Merci beaucoup, Arnaud Victor. Les journalistes sont-ils encore crédibles au niveau de cette information qu'ils diffusent à longueur de journée, ou alors c'est tout simplement la chasse au scoop? Oui, il y a beaucoup de journalistes qui sont crédibles. Il y a des fois, lorsque on vous dit, vous êtes même dans un village, vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a eu éboulement de terrain à Damas, il y a des gens que si vous appelez, ils vont vous donner l'information. Et à partir du nom d'un journaliste, vous pouvez avoir la certitude, parce que des fois on dit, c'est pas Faye ici qui a mis sur sa page. Même malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des cas, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés comme un cheveu dans la soupe dans ce métier qu'on appelle journaliste. Beaucoup pensent aujourd'hui que le fait simplement de passer à la télévision ou alors de parler à la radio fait déjà de vous un journaliste. Ça va logiquement dans tous les sens. Il y a un genre en journalisme que j'affectionne particulièrement, qui est l'un des genres les plus prisés et délicats, le reportage. Lorsqu'on parle de reportage, on parle généralement des choses vues, entendu, senti, ressenti, parfois goûté, même touché. Mais vous avez les journalistes qui partent en reportage avec son caméraman, il passe s'asseoir au bar. Il dit au caméraman, va filmer, tu viens ici. Il rentre, il fait un papier sur la base de quoi? Et c'est comme ça. Et sur la toile, alors, c'est encore grave, parce que dans les médias assez sérieux, comme Info TV aujourd'hui, vous avez quand même des conflits de rédaction et tout ce qui va dans ce sens. Il est difficile d'observer certains dérapages. Mais puisque avec Internet, chacun peut se lever un matin et dire ce qu'il veut sa pilule. Et ce qui fait mal, c'est que ces gens sont
tellement suivis au point où, même quand vous avez même la bonne source et la bonne information, c'est vous qui êtes jeté en pâture. Il faudrait tout au moins que ceux-là qui ont encore cette crédibilité d'être journalistes fassent le maximum d'efforts pour qu'on puisse diluer la mauvaise graine et qu'on la sépare définitivement des l'ivresse. Sinon, moi, je reste convaincu que le journalisme, c'est le meilleur métier du monde. Merci beaucoup Arnaud. Nous allons lire les messages, quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto, 15 camions de journalistes. Tu es et tu vaux concernant le football. Les pays occidentaux ne se sont pas lancés dans le sport et les distractions quand leur pays était encore à sa 60e année d'indépendance. La France, les États-Unis et même la Chine, à leur 60e année d'indépendance, étaient plutôt occupés à la construction de leur nation et non pas aux distractions inutiles. Après avoir investi et développé leur pays, ils ont pris les bénéfices de ces investissements pour injecter dans les jeux et les distractions. Mais là, certains de nos pays africains ont brûlé les étapes. Ils ont d'abord commencé à la distraction pour finir par la réflexion et la construction de leur nation. Si un pays est en guerre, sans eau, sans électricité, sans éducation, est-ce que la population de ce pays peut regarder un match de football étant à l'aise pendant que les bruits de balles et de mitrailleuses sont en train de tonner derrière eux? Le football est un outil colonial dont le colon s'est servi pour abrutir les Africains et apparemment ça marche très bien. C'est notre ami du 213 qui envoie le message. Donc c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Merci beaucoup. Bien que le message soit long, mais nous l'avons lu. Je vous amène maintenant du côté du Burkina Faso. Oh là là, le plateau. Vraiment, l'affaire Onana fait trop de vagues dans le monde sportif. D'une manière unanime, les spécialistes se posent la question de savoir si les dirigeants sportifs étaient conscients de la prise de cette décision. Attention aux décisions qui vont faire quitter les lions indomptables très tôt. Et c'est l'image de l'Afrique qui prend un coup. Niemek, je pense que ta prophétie prend déjà forme. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Votre message ce matin. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Blériot est un gars intelligent, cultivé et même un peu sage. Il m'apporte beaucoup d'édifications sur beaucoup de sujets qui n'ont pas trait au football. Toutefois, il entre en transe quand il s'agit de parler des lions indomptables et des dirigeants actuels de la FECAFOOT. Je n'ai jamais bien compris cela. Autre message ce matin. Bonjour à vous le panel. C'est toujours avec plaisir que je suis cette émission. Mais il ne faut pas croire que nous avons écouté. Écoutons, je sais pas. Parce que vous maîtrisez trop les sujets. Un de vos enfants doit vous manquer de respect à la maison en posant des actes d'indiscipline et vous allez le soutenir et l'applaudir pour les actes répétés. Il faut arrêter de critiquer le travail des autres. C'est Omar Si à Yaoundé qui envoie le message. Je vous amène au plus 39. C'est du côté de Ferrara. Bonjour Perfecto et tout le panel. Lorsqu'on sait que celui qui chasse Onana est celui-là même qui a refusé de prendre notre drapeau au Premier ministre, on se pose des questions. Eto et son église vont tomber vendredi après la débâcle. Autre message ce matin. Bonjour parfait, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Bonjour aux intervenants et un bonjour particulier à mon confrère Monsieur Bieteke. La seule chose que je reproche à Samuel Eto'o est le mensonge. Il nous a dit que pour être sélectionné, il faudrait mériter. Alors, que fait Nkulu au stade alors que Wo est au banc? Que fait au stade? Pourquoi nous mentir sur la blessure d'un champ? Miguel depuis le quartier Bastos. Autre message ce matin. Bonjour les grands du micro, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Blériot concernant les affaires d'André Onana et Richard Soga, infirmier en Kolda. Autre message. Bonjour et bonne émission. Parfait. Juste une petite question à ton excellent consultant. À quel niveau se trouve déjà notre dossier chez monsieur Atanganji? Aura-t-il vraiment assez de cran pour nous signer cette autorisation tant attendue? Alfred Monkam-Doudja. Alfred parle du mouvement que le consultant a dit lancer. Le mouvement On attend Eto'o à l'aéroport. Ben moi, je présente le document au ministre. S'il ne le signe pas, je ne vais pas
l'obliger à le signer, mais je crois qu'il va le signer. Parce que lui-même, je vais lui dire qu'il le signe et qu'il me le remette vendredi. Je vais lui suggérer qu'il me le remette vendredi. Parce que vous voyez, c'est des politiciens. Si vous n'êtes pas éliminé, ils ne vont pas me remettre. Si vous êtes éliminé, pour leur bien, ils vont me remettre. Je sais. Bonjour à vous sur le plateau. Juste vous suggérer que si nous n'aimons pas Samuel Eto'o, c'est notre droit. Mais pensons aussi à ses parents quand nous voulons dénigrer Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o peut respirer? Et comme le frère Eyada l'a dit, chacun a son mode de communication. Vivement que le respectable Blériot baisse le niveau. Autre message ce matin. Croyez-vous qu'on peut chasser Onana pour rien? Onana n'est pas un dieu. Mettez et passez en confiance. C'est Beloko depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le panel. Pourquoi Blériot est trop je pense qu'il veut dire sentencié, vis-à-vis des taux. Par contre, il ne critique jamais Cabral Libi ou Roland Dongo ici, nos députés d'Union Ekele, qui passent le temps à faire les selfies. C'est Joël Natif d'Union Ekele. Non. J'ai fait remarquer à madame l'honorable qu'elle était une femme publique et d'un très haut niveau, qu'elle devait arrêter de faire ce genre de selfie. Quant à Cabral, je ne parle pas beaucoup de lui parce qu'on a des liens de sang. Je refuse qu'on pense que je veux lui faire des crocs en jambes. Autre message, monsieur, le Cameroun est jaloux. Un proverbe bantou dit, quand un enfant commet un forfait, papa est responsable. La Coupe du Monde, je ne sais pas ce que le monsieur dit, Écrivez vraiment de manière appropriée et on vous lira. Monsieur Aïssi, bonjour Monsieur Aïssi, je suis un fidèle téléspectateur de votre chaîne, mais si votre consultant, maître penseur, insiste à ne plus être sérieux, vous aurez un de moins. Il critique tout sans rien proposer. C'est Baïha à Yaoundé. Monsieur Baïha, je pense que vous n'avez pas l'habitude de bien écouter Monsieur Pierre Blériot-Niemek. Quand Pierre Blériot critique, et je pense que pour le cas de la FECAFOOT, il critique et il ne fait que proposer des solutions. Il n'a fait que cela. Peut-être vous-même, vous êtes aussi dans une logique que je peux comprendre. C'est Baïha qui m'a demandé hier quel était le bilan de Bell. Il ne faut pas oublier, moi j'ai eu les femmes. Donc, vraiment, je veux que Info TV ait 1 milliard de téléspectateurs. Je ne veux pas en perdre un seul. Mais vous voyez, entre l'église et la télé, si quelqu'un choisit l'église, qu'est-ce que je veux faire? Bon, maintenant, si tu étais comme certains dirigeants, tu allais répondre que si Baïha veut qu'il parte. Non. N'est-ce pas? Tu allais dire ça, non? Ça, c'est dans le mauvais management. Il ne faut perdre aucune brebis. Baïha, pardon, ne parle pas. Mais si c'était Eto'o, lui, il allait dire celui qui n'est pas content, part. Moi, je dis, ne parle pas, pardon, mon frère. Il faut rester. Bonjour à vous sur le plateau. Pour la première fois, monsieur Eyada me déçoit. Vraiment, comment peut-on défendre ces dirigeants qui communiquent jamais? D'abord, ils ont exclu Ngandou. Ils n'ont même rien dit. Aujourd'hui, c'est Onana. Toujours rien à dire. Ils gèrent la chose publique comme s'ils étaient dans leur propre champ de manioc. Ils pouvaient tout faire pour garder Onana jusqu'à la fin du tournoi. Une fois au pays, on l'exclut de l'équipe. C'est Abo Ordi depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Vous êtes toujours en direct sur Info TV, c'est le 10-11h52. Nous marchons sur le continent africain. À tout de suite pour la suite. Besoin de TJversé pour le projet académique de votre enfant. L'Institut supérieur La Perle, la solution idoine dont les formations en BTS, HND, licence professionnelle et master répondent aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable, loin du tumulte, que ce soit au campus de Bassayassa, qu'à l'antenne annexe de Aqua en face centre des impôts. Ainsi, l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation et la formation des jeunes n'est plus à démontrer de par des filières professionnelles à
dispositions telles que industrie et technologie, technologie de l'information et de la communication, gestion, droit, tourisme et hôtellerie, sciences et bien d'autres. Tout ceci sous la tutelle académique de l'Université de Douala et en partenariat avec Neoma Business School, le programme Eramus Excella La Rochelle. Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi, si au campus Aqua, face centre des impôts, et au campus de Bassa, situé à 60 mètres du carrefour Tradex. Contact 658 09 34 70. L'Institut supérieur La Perle, une formation, un métier. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai rêvé étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience dans les pays développés sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes. Acteurs sociaux, hommes de culture, de sciences, opérateurs économiques, autorités administratives, traditionnelles et politiques. Ceci vous concerne. Vivez la deuxième édition du grand festival socio-culturel du peuple Bazou, organisé par Sa Majesté Vincent Chouakemajou, du 11 au 18 février 2023 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Un événement placé sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, avec les parrainages du ministère des Arts et de la Culture, du Commerce, de l'Habitat et du Développement Urbain, le Conseil régional de l'Ouest, la Fédération camerounaise de football et la commune de Bazou. Festival Koki 2023. Au programme, foire artisanale, agro-pastorale, concours Miss Mama Kilo, Miss Kekra 2023, atelier de préparation des mets locaux, commémoration des figures emblématiques de Bazou. Contact. Retour sur le plateau d'Espace Méné et nous sommes rendus à l'instant de l'analyse. Et comme nous vous le disions en ouverture, ce matin, nous allons parler des constructions anarchiques au niveau de la République du Cameroun et même dans plusieurs pays africains. Les constructions à risque, à qui la faute? Je vais d'abord passer la parole à monsieur l'architecte, monsieur Biteke, qui est donc là ce matin. Qu'est-ce qu'on peut d'abord mettre dans construction à risque? Construction anarchique pour le commun des mortels. Il s'agit de quoi? Je pense que les constructions à risque, les constructions anarchiques, ce sont des constructions qui ne respectent pas la réglementation. On voit seulement celles qui sont en train de s'écrouler, mais il y a aussi même nos logements qui ne respectent pas la réglementation, qui sont à risque. Même s'ils ne s'écroulent pas. Même s'ils ne s'écroulent pas. Vous pouvez être dans une maison et vous êtes malade tous les jours. Ah bon? Ah oui. Vous êtes, si l'architecte n'a pas fait certaines proportions, n'a pas créé certaines ventilations, vous entrez chez vous, vous ressortez tous les jours malade, vous rentrez dans votre chambre, vous dormez mal, vous êtes énervé au travail. Ça, c'est aussi une construction. Non, on croit souvent que c'est la sorcellerie. Non. C'est là qu'il se trouve. On voit seulement les bâtiments qui s'écroulent. Mais il y a toute une chaîne qui fait en sorte que la majorité de nos bâtiments soient insalubres. Et c'est aussi des constructions à risque. Parce qu'on n'a pas fait appel à toute la gamme de professionnels qui existent suivant la réglementation. Alors, je vous suggère de garder le microphone pour ceux qui construisent également sur les flancs de montagne. On dirait également que ce sont des constructions à risque. Ce sont des constructions à risque.
Et ceux qui construisent au niveau des marécages. Ce sont des constructions à risque. Mais dans certains pays, on voit bien des gens construire sur des marécages sans que cela ne crée un problème. Oui, mais il y a un cahier de charge qui n'est pas respecté au Cameroun. Il y a le POS, par exemple, le plan d'occupation des sols, qui n'est pas respecté par tous les acteurs, et ça donne ce genre de résultats. On peut construire n'importe où. On voit par exemple au Japon, où ils font des constructions sur la mer. Tout à fait. Mais ça respecte une certaine réglementation. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Ce n'est pas le cas dans plusieurs pays africains. Merci Parce que beaucoup. nous manquons quelque part d'éducation de base, comme je dis souvent. Merci beaucoup, monsieur l'architecte. Nous allons continuer. Et là, je passe la parole à Alain Mongan. Alain Mongan, nous avons connu le cas de Bafoussam en Guaché le 19 novembre, si mes souvenirs sont exacts, 29 novembre. 2019, ça doit être en 2019, du côté de Ngwaché, où effectivement, sur une colline, on a eu plusieurs maisons englouties pour une 50aine de morts. Rapidement également, pour l'heure, il y a 3-4 jours, c'était dimanche pour être exact, du côté de Yaoundé, au lieu dit Damas, on a également connu un affaissement de terrain, et ce qui a également fait pratiquement 14 morts. Alors, des personnes qui construisent sur ces zones et restent là pendant des années, finalement, à qui la faute? Lorsque nous construisons sur des zones à risque, on devrait en réalité taper sur qui lorsqu'il y a une catastrophe? Parfait, c'est tellement triste ce qui s'est passé et qui continue de se passer dans notre pays que, en se questionnant pour savoir le responsable, il faut dire que le plus gros problème là-dedans, la plus grosse responsabilité, c'est au niveau de la méconnaissance du cadre réglementaire, la non-application du cadre réglementaire, parce que nous avons un cadre réglementaire qui existe et qui est bien, qui devrait fonctionner. Il y a à côté du cadre de ce cadre-là comme dysfonctionnement, la tolérance administrative, il y a le manque d'information des acteurs, notamment les utilisateurs, il y a des non-professionnels qui s'érigent, qui se mettent dans le secteur immobilier en termes de transactions, parce que s'il faut dire clairement les choses, ces terrains-là n'ont certainement pas de titre foncier. Même s'ils ont des titres fonciers, ils ne sont pas lotis. Parce que le lotissement voudrait dire qu'il y a un cahier de charge au niveau de l'occupation. On peut affecter à un lot dans un lotissement un usage qui n'est pas de la construction ou qui, en termes de construction, en cas de construction, doit réunir un certain nombre de conditions techniques pour que la construction soit stable et réglementaire. Donc, du coup, et qui est l'autorité chargée de suivre cette activité-là? C'est le maire, c'est la commune, qui est la plus proche de l'habitation, le lieu de l'existence du bien. Est-ce que la mairie comprend même sa mission? Est-ce que la commune joue son rôle? Est-ce qu'elle s'est appropriée toute la réglementation en matière de gestion de l'environnement foncier? Voilà des questions qu'on se pose. Donc du coup, vous voyez, les responsabilités sont multiples. La décentralisation n'est que récente, parce qu'avant la décentralisation, le maire regardait le MINAT et les autres administrations. Mais là maintenant, monsieur le maire est responsable et devrait se sentir concerné par l'occupation des espaces non appropriés par les populations et ériger des barrières de sécurité. Donc, vous tirez sur les maires. Je dis, les maires devraient... Pourquoi? Parce C'est que eux les à ce responsables. stade, ils devraient s'approprier leur mission et comprendre que c'est à eux d'éviter cela désormais. Il leur sera très difficile de se détourner de cette mission-là désormais. Il leur sera très difficile parce que la loi est telle qu'à ce jour, c'est eux qui doivent manager ce genre de risque-là et les éviter naturellement. Merci beaucoup Alain Mongan. Arnaud Victor, Alain a dit être trouvé clairement responsable. Il accuse les maires qui ne feraient donc pas leur travail. Entre-temps quand même, est-ce que nous-mêmes, les populations, nous n'avons pas également à cœur de pouvoir construire à des endroits acceptables pour que nous puissions quand même dormir en toute sécurité? Effectivement, avant d'arriver chez le maire, il faut commencer par nous. Moi, je sais que mon maire est très riche. Il est même multimilliardaire, le maire de ma commune d'arrondissement. Je suis allé chez lui une fois, il a construit sur le maire hectares. Donc, lui n'aura pas ses soucis. Alors, en attendant qu'il vienne vérifier que je suis en train de construire dans le marécage, soit moi, soit mes enfants, soit ma femme, nous serons engloutis. Il y a d'abord l'incivisme.
c'est d'abord nous, les populations. Je suis allé une fois du côté de, avant d'arriver à Messassi, il y a un quartier qu'on appelle Ngonglo, un nouveau quartier. Un ami se mariait, nous sommes allés prendre les porcs là-bas de l'autre côté. J'ai vu des gens qui avaient construit dans un ravin et carrément dans le marécage, en calabote. La première question était celle de savoir est-ce que les gens vivent ici. On me dit non, ici c'est le père là qui nous a fait, il nous a vendu le mètre carré à 1000 francs. Donc on s'est débrouillé comme ça. Je vous dis que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, vous êtes en perpétuel danger. Et il fallait voir les petits enfants entre 0 et 5 ans en train de courir sans caleçon un peu partout dans la rigole. Tel que c'était quelque chose de désagréable. Ça, c'est pas la responsabilité du maire. Je suis désolé. Ça commence d'abord par nous-mêmes. Et c'est même à des échelles, à des proportions assez élevées. Il y a des gens ici qui ont la bonne volonté de contacter un architecte. Il dit à l'architecte, voilà mon terrain, je veux construire un R plus machin truc. L'architecte prend, il étudie le sol, il étudie l'environnement, il monte bien un dossier, il lui dit, bon voilà, à 10 millions, on est sûr ici qu'on aura une très bonne fondation et les murs. Le gars part jongler, au lieu de mettre les 10 millions en jeu, il va mettre 4 millions. Là, on devait faire un dosage avec 4 sacs de ciment, on le fait avec un sac de ciment. Résultat de course, avant même que le chantier soit fini, l'immeuble s'écoule, on accuse la sorcellerie et parfois le grand-père au village qui est très jaloux de nous. Donc c'est d'abord le citoyen, parce que c'est le citoyen qui vit et qui doit se protéger avant de regarder l'autorité. De l'autre côté, on va regarder le volet purement administratif. Est-ce que les Camerounais savent véritablement quel est le rôle du ministère des Travaux publics? Quel est le rôle du ministère du urbanisme et de l'habitat? Quel est le rôle du maire ou de la commune pour venir à votre niveau? Et quel est finalement le rôle du maire de la ville? Parce que les responsabilités sont donc à tous ces niveaux. Regarde ce qui s'est passé récemment à Damas. Moi, je pense que dans ce pays, il va falloir qu'avant qu'on nous nomme un ministre, on lui pose d'abord la question de savoir est-ce que tu peux. Il va répondre oui, je peux. Non. Est-ce que tu peux? Oui. Tu as fait quoi en aveu? Alors d'accord, on peut donc te donner le cahier des charges tout en espérant que tu pourras. Parce que tant qu'on va continuer, je n'ai rien contre les ministres qui sont là actuellement, je prends un cadre purement global parce que ce qu'on observe aujourd'hui peut s'observer dans plus d'un domaine au Cameroun. Il ne faudrait plus que ce soit purement des récompenses politiques ou tribales ou ainsi de suite pour un certain équilibre, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on a l'impression à un certain moment que beaucoup de gens sont nommés et ignorent ce qu'il y a à faire. C'est ça, visiblement. Et malheureusement, ces gens-là qui sont censés encadrer la population, qui, lorsque je sors par là, s'est égaré, eux-mêmes sont totalement perdus. Lorsque vous êtes dans une société où les citoyens sont égarés, ceux qui dirigent sont égarés, automatiquement la nature prend ses droits. Et ce qui s'est passé se passe. Et malheureusement, on n'a que les larmes. Et ce qui est énervant dans l'affaire, c'est que ce ne sont que les pauvres qui subissent. Parce que quand j'ai vu malheureusement les papis qui sont morts à Damas et autres, je ne dis pas qu'à partir de là on peut regarder. La tente qui s'est écoulée là, c'est la tente des gens automatiquement qui avaient très faim, qui étaient allés au funérailles à la recherche d'une bière et ainsi de suite. Vous allez voir que même dans cet endroit, les riches qui étaient là étaient logés dans une tente où aucun danger ne pouvait arriver. Donc moi je pense que les responsabilités sont totalement établies, que les citoyens apprennent d'abord eux-mêmes à se protéger en espérant un jour qu'on aura des dirigeants à même d'avoir un temps soit peu le sentiment qu'ils sont nommés, pas pour se servir, mais pour servir le peuple. Merci Arnaud. Pierre Blériot, Niamek, je vous pose une préoccupation, ma foi, très simple. Je ne vous apprends rien, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam, bref, au niveau des grandes agglomérations, ce n'est plus évident d'avoir un lopin de terre. Alors, résultat de course, nous autres débrouillards, nous sommes obligés d'aller construire sur les zones à risque. Entre-temps, lorsque le gouvernement ou alors le maire viendra également casser pour dire que c'est une zone à risque, on pourra même crier en disant ces gens sont méchants. C'est eux qui ont tout l'argent du pays, mais nous étions ici, ils viennent encore casser. Finalement, on se situe à quel niveau? Que faut-il faire? Bon, il y a une science qu'on appelle l'étiologie, la science des causes. Elle est très dangereuse parce que pour retrouver la cause d'une chose, il faut se rendre compte que la chose que vous présentez comme cause est telle que si vous la retirez, la chose disparaît. Mais si la chose que vous présentez comme cause, on peut la faire disparaître et le mal persiste, ça veut dire que ce n'est pas la cause ou ce n'est pas la cause première.
la situation que nous vivons a pour cause première la pauvreté et l'ignorance. C'est ça la cause. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient jamais dû se retrouver dans les grandes agglomérations dont vous parlez, si elles avaient eu la possibilité de rester au village, de rester là où elles pouvaient avoir leur lopin de terre. Dans votre question, vous avez souligné quelque chose, les Camerounais s'amusent. Vous avez là un expert en matière de terrain, de l'immobilier et autres. Aujourd'hui à Yaoundé, les terrains dans la zone appelée urbaine, non, il faut être multimillionnaire pour imaginer avoir un terrain à Yaoundé. Même un 500 mètres carrés. Il y a des terrains de Yaoundé qui coûtent 500 000 le mètre carré. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont à 50 000. 50 000 fois 500 mètres carrés ou même fois 300 mètres carrés. Vous imaginez ce que ça demande comme fortune. 3/4 des Camerounais n'ont pas l'argent nécessaire pour construire à Yaoundé ou à Douala. Pour se construire à Yaoundé ou à Douala. Ça, c'est la vérité. Ne parlez même pas de prendre un architecte. Ça, c'est un luxe. Non, vraiment, monsieur Yada décrivait quand on a dit 10 millions. Moi, j'ai connu la pauvreté. Et j'aime en parler. J'ai bien connu la pauvreté. Dans des quartiers où on attachait les fils de courant avec les mains pour être alimenté en pleine nuit. Le pauvre court des risques innommables. Et vous voyez même la qualité du fil que nous venons à raccorder. Parce que nous voulons vivre. Mais à côté de ça, il y a l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a un degré de pauvreté qui vous enlève l'humanité. Vous ne vous rendez même pas compte. Les gens que vous décrivez là, ils sont dans l'infra-humanité. Il y a une certaine pauvreté qui vous place dans l'infra-humanité. C'est-à-dire que vous voyez comment des enfants vivent dans des égouts. Ils prennent... À un moment donné, moi j'ai dit au mien l'autre jour, je ne sais pas pourquoi vous tombez malade. Parce que moi je vois des enfants qui ne tombent pas malades. Quand je vois dans quoi ces enfants vivent, peut-être qu'ils sont déjà vaccinés, blindés et autres, mais la cause causante, la causalité première, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté aurait pu être endiguée par le gouvernement. La question foncière au Cameroun n'est pas résolue normalement. Vous voyez, les gens ont des villages, mais ils n'ont même pas de terrain dans leur village. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas peuvent pas titrer leur terrain facilement. Ils ne sont donc pas propriétaires. En titrant leur terrain facilement, ils pourraient avoir auprès des banques des subventions pour vivre. Il y a plein de choses. L'État a tout pris dans le cadre de l'hypercentralisation. Et l'État a tout arraché aux gens. Sans oublier qu'il y a certaines communautés, elles sont au nombre de 3 au Cameroun, sans les stigmatiser, dans lesquelles les terres sont souvent les propriétés de quelques individus qui sont descendants de la chefferie. Les gens que vous dites souvent que tel nous envahissent, ils ne vous envahissent pas, ils n'ont pas de terre chez eux. Il y a des communautés organisées telles que un seul membre de la famille est propriétaire des terres de la famille. Il y a même une communauté où le roi est propriétaire de toutes les terres. Mais vous voyez, alors, dans une telle communauté, vous voulez que les ressortissants, et vous verrez dans les dégâts, on sort, on vient à Yaoundé, mais on ne peut pas vivre dans Yaoundé. On cherche donc tous les égouts qui existent autour de Yaoundé pour la survie, mais cette survie est une survie de mort. Je dis que il faut humaniser notre État. Il faut humaniser la gestion de... Le bien public est suffisant pour les Camerounais, il est mal réparti. Merci beaucoup. Le bien public est suffisant pour les Camerounais, mais il est mal reparti selon Blériot. Lisons encore quelques messages. Bonjour le plateau, particulièrement à mon confrère sur le plateau. Je pense que c'est l'occasion de dénoncer les usurpateurs du métier d'architecte sur le web. C'est l'occasion de rappeler les conditions pour exercer le métier d'architecte au Cameroun. Le confrère sur le plateau, c'est de quoi je parle. Sans oublier d'insister sur la vocation de l'architecture, qui est l'art de bâtir dans la maîtrise. Un architecte pour votre projet vous garantit un bien-être ainsi que la sécurité et l'optimisation de votre ouvrage. Et j'en passe. C'est Nemboui, architecte, qui envoie le message. Je vous amène au 240. Bonjour, au riche panel, parlant de la discipline. Bon, je ne voudrais plus revenir sur cette affaire. Je préfère parler maintenant des constructions anarchiques. On va passer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une fois de plus, bonjour parfait. Le premier responsable, à mon humble avis, est le propriétaire du projet. Ils ne sont pas
ignorant, mais décide de s'entêter. Comment vouloir investir 100 millions et ne pas vouloir payer pour des études techniques? Toujours appeler le cousin du village pour travailler. Ce n'est pas parce que la maison est debout qu'elle est bien faite. Rapidement, une petite anecdote. J'ai démoli une maison hier et je vous promets, dans une poutre, j'ai vu une seule barre de fer. Vous imaginez? Le deuxième responsable, ce sont ces usurpateurs de Facebook qui vous promettent plans et devis à 50 000 francs, que j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui tombent sur ce genre de poste à signaler ces individus qui sont des bandits, car ils n'ont aucune formation en ce qui concerne ces domaines techniques de construction. Le troisième responsable est malheureusement notre système. La corruption à tous les niveaux. Aujourd'hui, on dit on ne construit rien sans permis de construire. Mais triste est d'observer que des maisons sont construites sans ce permis. Je vous prierai de donner plus de temps d'intervention au confrère Bieteke qui pourra répondre aux questions techniques liées à la problématique. Merci. Merci de me lire. C'est vrai que c'était vraiment long. Mais j'ai lu. Mais j'ai lu. Maintenant, vous faites la suggestion. D'accord. Moi, je ne vais pas vous dire ici que vous n'avez pas le droit de me critiquer. Donc, j'accepte votre critique. Je vais donner un peu plus de temps de parole à l'architecte. Si on était ailleurs, j'allais vous dire, allez regarder notre télé. Ici, c'est moi qui commande. Ici, c'est moi qui commande. Mais moi, je ne le dis pas. J'ai compris votre observation. Je vais donner un peu plus de temps à l'expert. Bonjour le panel. Bonne thématique choisie pour l'analyse ce matin. Merci aux éclaircissements de monsieur l'architecte. C'est Hans Aidea qui envoie le message. Totalement d'accord avec monsieur Eyada. Autre message ce matin. Nous repartons au 213. À notre téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le hélélé du modérateur et du journalisme. Concernant Etofis, non, je ne vais plus lire les messages et entrer à la tanière. Parlons des constructions anarchiques. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, construction à risque au Cameroun, à qui la faute? Au Cameroun, nous avons un manque de logement et dans nos communes, nous avons les services techniques chargés de faire des descentes sur les sites afin de délivrer les certificats, puis un permis de construire en évitant les zones vertes. Ils citent les marécages, les collines, etc. Alors justement sur un problème d'ordre technique, je passe la parole à l'architecte, M. Biteke. Lorsque nous sommes, je préfère prendre les zones urbaines. Vous voulez bâtir une maison à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam. Comment ça se passe? Merci, parfait. Je vais aller un peu plus haut. L'organisation du territoire se fait d'abord au niveau communal, où nous avons la mise en place des plans d'aménagement qui doivent être respectés. Donc nous avons ce qu'on appelle les postes. C'est-à-dire que vous avez une commune qui doit en avance prévoir l'utilisation de tout son territoire, que ce soit la zone urbaine et que ce soit la zone de village. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire un champ, au niveau du plan communal, il doit déjà avoir des éléments prévisionnels pour la mise en place d'un champ. Donc, et ça se traduit au niveau des actes, où nous avons des actes qui sont des actes d'urbanisme, où nous avons le permis de construire, nous avons le permis de démolir, qui sont des actes réglementaires que le maire doit encadrer et que les usagers doivent se tenir à ça. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui pose le gros problème. C'est pour ça qu'on dit dans nos professions que la réglementation, la loi n'est souvent pas connue et même ceux qui connaissent n'est pas appliquée. Si vous prenez les ministres que nous avons, la plupart ne consultent même pas les architectes. Même les ministres? Je dis, même les ministres, vous allez voir leur résidence, il n'y a pas la réglementation à l'intérieur. Les gens s'arrêtent seulement au niveau de « il faut payer l'architecte ». Non. Les architectes sont capables de faire des maisons même pour ceux qui n'ont pas les moyens. Lorsque vous voulez construire, vous faites appel à un maçon. Le patron du maçon, c'est qui? C'est l'architecte, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi vous faites appel au maçon, vous ne faites pas appel aux professionnels? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité. Et même ceux qui connaissent la réglementation ne maîtrisent pas la réglementation. L'État a démissionné en termes de responsabilité
de l'aménagement du territoire, ils ont remis la patate chaude aux maires. Le problème au niveau des maires, les maires le plus souvent sont mal outillés, mal formés, pour savoir même ce qu'il faut faire. Vous voyez qu'il y a un mélange entre le permis de construire et d'implanter. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si bien que... Et c'est ça qui pose problème. Il faut donner l'information. Et ça qui pose problème. Vous voyez qu'on confond le permis de construire et le permis d'implanter. Le permis d'implanter est fait pour des constructions provisoires. Et vous allez voir que les maires ont érigé ça en permis de construire. Ce qui est un vrai problème déjà. Lorsque vous construisez soi-disant de manière provisoire, or vous construisez en manière de façon définitive, il y a un problème déjà. Donc, et vous êtes en contradiction avec la programmation qui est faite dans la même commune. Et c'est ça le gros du problème. Et les mairies ne sont pas utilisées pour sanctionner, pour contrôler. Elles sont plus dans la répression à tête chercheuse, si je peux dire ça comme ça. Vous n'allez jamais voir un ministre, excusez-moi, qui a construit sans respecter les règles, sa maison être détruite. C'est plutôt les pauvres qu'on va détruire. Il y a un problème. Monsieur l'architecte, je reviens sur ma question. Je voudrais que vous puissiez répondre de manière un peu plus précise. Parfait, Aïssi veut bâtir une maison à Yaoundé. Quelles sont les étapes à parcourir? Les étapes sont connues. Il faut faire appel à un architecte qui est le professionnel, qui est le chef d'orchestre de l'organisation. Il lui fait l'appel à tous les corps connexes. Ça veut dire que vous avez le lotissement, il fait appel à l'ingénieur, il fait appel au maçon, il vous organise dans tout ça parce que c'est son métier. Pour que vous ayez un cadre où vous vous sentez à l'aise. Parce que c'est ça l'objectif de l'architecte. Ce n'est pas de construire, mais c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous voulez avoir. Mais toujours est-il aussi, parce que peut-être vous êtes en télévision, vous êtes en train de nous faire comprendre là que l'architecte n'est pas seulement pour les riches, mais au niveau de la pratique, est-ce que c'est vrai? Parce que vous voulez construire une maison, je prends même pour les Camerounais moyens, il a 10 millions. L'étude que l'architecte va d'abord faire, il lui dit qu'il faut 45 millions pour l'étude. Vous voyez que le gars fuit? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Ça se passe comme ceci. En fonction de vos besoins, il calibre votre projet. Il est capable de vous dire, et vous donnez votre budget. Il est capable de vous dire qu'avec ce budget, vous ne pouvez pas arriver. Si on arrive à faire une maison à 10 millions, il va caler la maison à 10 millions. Mais pour son travail, il y a un paiement qu'il faut avoir. Vous êtes donc trop cher. Non. Vous ne parlez qu'en termes de millions, les architectes. Est-ce que j'ai un travail là, je peux appeler un architecte et je lui donne par exemple 25 000? Parfait. Est-ce qu'on peut prendre 25 000? On peut prendre 25 000. Un architecte? Ça correspond. Ou bien parce que vous êtes à la télé? Ça correspond. C'est en pourcentage. C'est en pourcentage. Ce n'est pas une question de 25 000. Il est inadmissible que vous voulez faire un projet de 10 millions et on vous donne, comme vous avez dit, l'architecte demande 35 millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez mettre votre argent dans une banque, vous payez quelque chose. C'est un petit pourcentage. C'est la même chose au niveau de l'architecture. Très bien. Pour votre garantie. Merci. C'est ça que les gens oublient. Ça va, je peux vous donner même les pourcentages, ça va entre 4 et 7%. Et dans les 7%, il y a une bonne partie qui vous est redonnée. C'est ça qu'il faut savoir. Et sachez qu'au niveau de la taille... 4 à 7%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si vous voulez construire une maison de 10 millions, l'architecte a 4 à 7%, c'est ça? Oui, s'il a la maîtrise complète. Ça veut dire que vous devez donner combien à l'architecte si c'est 7%? Entre 400 000 et 700 000. Oui, si vous êtes dans une maison de 10%. Et dans ça, il y a une partie qui vous revient. Et l'architecte aussi a une garantie. C'est une question de garantie. Au cas où, dans les 10 ans, vous avez un problème. Il faut savoir ça. Parce qu'il y a une assurance qu'il prend par rapport à ça. C'est tout un enchaînement qu'on ne veut pas avoir. Si un architecte est venu vous construire une maison, au bout de 2 ans qu'il s'écroule, vous pouvez lui porter plainte, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. La CV, c'est un imposteur. Ah, bien sûr, il y a quelque chose. Alain Mongan, notre ami Pierre Blériot-Niemek a beaucoup disserté sur la pauvreté. Pour le cas d'espèce, est-ce que la pauvreté peut tout expliquer au point où nous prenons les risques les plus innommables? Il a tout dit. C'est la vérité en réalité. C'est qu'en fait, je l'ai dit dans mon propos, j'ai parlé de la méconnaissance des textes, de la non-vulgarisation auprès des acteurs, et même du fait que les acteurs ne s'approprient pas leur mission. Parce qu'en fait, ce n'est pas monsieur tout le monde qui ira identifier un
bénéficiaire d'un service pour lui dire les risques qu'il y a à exercer telle ou telle activité. Il faut les professionnels. Vous savez, vous dire un truc. Allez-y. Pour qu'un secteur dans un pays se développe, notamment le secteur immobilier, le cas d'espèce, il faut que le cadre réglementaire soit mis en place. Ça, c'est la mission de l'État, à travers les législateurs et tout le reste. Quand c'est en place, deuxième point, il faut que les acteurs du secteur s'approprient chacun sa mission. Et troisième, que le régulateur joue son rôle pour arbitrer tout ce qui arrivera entre les acteurs entre les acteurs, parce que même les utilisateurs, les bénéficiaires sont des acteurs. Dans le secteur immobilier, en ce qui nous concerne, il y a un véritable problème. La méconnaissance des textes. Il a parlé tout à l'heure, l'architecte des postes, des PLU, dans le plan local d'urbanisme, pour nos communes. Combien de Camerounais savent ce que c'est qu'une disposition d'urbanisme dans la ville? Combien de Camerounais savent que l'urbanisme est au-dessus de la propriété? C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre titre foncier, mais on vous dit que sur le titre foncier, on ne peut pas faire une maison. Vous allez seulement le destiner à un espace vert. C'est de ça qu'il s'agit. La mairie est au-dessus de cela. Et ça se passe par le jeu des résolutions en conseil de communauté ou bien municipal. C'est des documents. Récemment, à Yaoundé, il y avait une consultation du 14 octobre, je ne sais pas trop, 14 novembre, ou 4 novembre. Il y avait une consultation pour renouveler le plan directeur du urbanisme de la ville. Combien de personnes sont parties dire ce qu'ils entendaient ou bien combien de personnes étaient informées de ce que ce document important était en train d'être remis en cause? C'est des informations qui échappent même à des professionnels. Mais, comme a dit Léo tout à l'heure, la pauvreté est la véritable cause. La pauvreté, c'est quoi? C'est pas seulement la pauvreté financière, c'est la pauvreté intellectuelle, c'est la pauvreté même en termes de compétences pour les autres acteurs. Comment quelqu'un peut avoir souffert 10 ans, 20 ans pour épargner 1 million, 2 millions, et au moment de l'investir pour acquérir une parcelle, décide d'aller se confier à M. Tantampion qui n'a aucune compétence dans ce qu'il veut faire. Il va mettre son argent, le fruit de l'épargne, comme ça, à tout risque. Il va acheter un terrain n'importe où, sans avoir le titre foncier, sans avoir les garanties nécessaires, sans passer par les professionnels. C'est pas bon. Et malheureusement, ils sont nombreux qui ne peuvent pas mener ce raisonnement. Et qu'on ne peut pas mener ce raisonnement, qui est celui qui va le protéger? C'est l'État. C'est pourquoi, en fin de compte, l'État doit être organisé en sorte de tirer les sonnets d'alarme. Dans un quartier, on doit avoir les voisins qui ont conclu à voter les conseillers municipaux. Un conseiller municipal a un territoire connu. Et il est organisé là-bas en sorte que s'il y a une maison qui s'érige là, qui commence, le soir, il peut être informé. Et faire arrêter ça le matin par les services techniques. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Bon, aller plus loin, c'est identifier les zones à risque et mettre des barrières, mettre des balises pour dire ici, il n'y a pas ça. On ne fait pas ça. Ici, on ne vend pas. Ça ne coûte rien à une mairie d'aller mettre des plaques pour dire pas de transaction ici. Communauté urbaine 2, communauté d'arrondissement de l'État. Ça permet d'éviter des problèmes aux populations. Par la sensibilisation au visuel, mais pas par la télé et le reste. Je pense que c'est des actions qu'il faut mener. Parce que finalement, quand on est pauvre, quand on n'a pas d'argent, on a une solution D. Qu'on va actionner, et quand on l'actionne, à la fin, c'est la désolation, c'est le pays qui perd. C'est aussi les pleurs. Les enfants sur Facebook sont les pleurs du Mongolais. Alors, Arnaud Victor Eyada, nous allons aller vers des solutions concrètes. Je vous pose une question. Lorsque vous regardez la ville de Yaoundé, c'est le Douala et certaines autres villes, ces personnes qui ont eu à construire des maisons au niveau soit des flancs des montagnes, soit sur des collines, au niveau des marécages, dans presque toutes les villes de Yaoundé et ces autres zones à risque, que doit faire le gouvernement? On les casse ou alors on attend les prochains éboulements? On ne casse pas pour casser. Si déjà ces personnes ont des titres de propriété, il va falloir commencer par là, essayer de voir. Comment tu peux avoir un titre de propriété sur une colline? On ne sait jamais. Donc moi, j'ai un cas simple. Hein. Regardez simplement le quartier Batalonkak, au lieu de Batalonkak avec l'ancien quartier Ntaba. On se souvient, puisque moi j'ai été au collège adventiste et à Yaoundé à l'époque, le mois Aïssa, vous passiez souvent à Ntaba où le salon de quelqu'un c'est la route pour aller chez l'autre. C'était comme ça. Alors lorsque le délégué du gouvernement de l'époque, M. Gilbert Chimevouna, vient casser, ça faisait mal de voir comment on envoie des gens dans la rue. Certains étaient déjà là depuis 30, 40, 50 ans. Mais
nous sommes restés sur notre soif. Après avoir cassé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous assure que vous pouvez aller maintenant chasser des rats et des écureuils là-bas. Il y a de la bourse, il y a des serpents. Donc, une fois que le gouvernement a constaté, a fait le constat que les gens ont construit sur une zone, encore que je ne sais pas si c'était une zone à risque, parce qu'il y a quand même un marécage par là, qu'est-ce qu'on fait des populations? C'est ça le problème. Parce que si vous avez laissé quelqu'un rester là pendant 30 ans, un matin vous venez l'enlever, donner une solution B à cette personne. Alors, si vous êtes installé, Erdo, si vous êtes installé de manière illégale, je ne sais pas si un juriste pourra nous éclairer, mais comme il y a un architecte qui pourra en dire un mot, si vous êtes installé sur une zone de manière illégale, lorsque le gouvernement, bien la mairie vient vous casser, est-ce que la mairie devrait vous dédommager? En principe, non. Puisque quand vous avez déjà dit illégal, en principe, non. Quand vous avez déjà mis le mot illégal, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, quand même, dans le souci de l'humanisme, tant qu'il est vrai que le même gouvernement qui sait que vous êtes en situation irrégulière, qui vous casse et qui vous envoie en pâture, il faudrait que le même gouvernement regarde aussi et constate quand même qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui ont 200 titres de propriété. Moi, j'ai eu mal un jour, étant assis dans une banque emportée, d'entendre quelqu'un, une autre personnalité dire à son jeunesse, j'ai plus de 200 titres de propriété. Mon fils, je ne sais même pas ce que je vais faire avec tout ça parce que je sais que quand il va mourir, tout ça va disparaître. À quoi bon donc d'avoir autant de terres? Tant il est vrai qu'il y a des gens qui ne cherchent que le pain pour quand même au moins caser leur famille. Moi, je pense que le gouvernement devrait regarder cet aspect avec un regard assez particulier et regarder aussi les conditions d'obtention d'un titre de propriété au Cameroun. Pour avoir un titre de propriété, un titre foncier, c'est les yeux de la tête. Et j'aime mal lorsqu'on me dit que chaque année, on lit le rapport de la CONAP et que le MINCAF se retrouve toujours émaillé dans la corruption et en réalité, rien n'est fait. On a vu le rapport de 2011 récemment à l'Assemblée nationale, on aura le rapport on a vu 2021, on aura le rapport de 2022, les mêmes ministères seront épinglés, rien ne sera fait, les Camerounais seront toujours aux abois à cause de la pauvreté, seront dans l'obligation d'aller toujours construire sur des zones à risque. Il faut trouver des solutions pour que ces gens n'aient plus pour seule solution les zones à risque. Pierre Blaireau-Niemek, pour l'heure, ils sont des milliers de Camerounais qui ont construit sur les zones à risque. C'est-à-dire qu'un pays peut y avoir un éboulement, un affaissement du terrain, une maison peut s'enfoncer dans un marécage, et que sais-je encore. Qu'est-ce qu'on fait? On les déloge. On fait le bien d'un individu même contre sa propre volonté lorsqu'il s'expose à la mort. Les zones les plus à risque doivent être délogées. Mais comme l'État doit garantir un minimum de bien-être social aux individus, vous voyez, on vient de construire des nouveaux logements sociaux qu'on veut encore donner aux riches. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice sociale demande quand même qu'on pense à ceux qui gagnent, aux vrais gagnent petits. Vous ne voyez pas que la problématique du logement social au Cameroun, c'est que c'est les riches qui vont encore prendre les logements sociaux? Il faut... Mais c'est grave quand même. La justice sociale va exister comment? Moi, quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai trouvé qu'une tante à moi louait dans les maisons de la SIC et que le studio lui coûtait 13 000. Ma tante était cadre dans une administration. Moi, j'étais un non-travailleur. Je lui ai dit que c'est moi qui devrais habiter ici. Et toi, tu devrais aller chercher une maison au quartier à 50 000. Est-ce que ce n'est pas juste? C'est ça. Alors, c'est le riche qui habite la maison de 13 000 et le pauvre doit se battre ailleurs. On a un problème d'organisation et de justice sociale. C'est comme ça qu'il faut résoudre ça. Monsieur l'architecte, je termine par vous. Je voudrais avoir le conseil de l'architecte en matière de construction à risque. Que faut-il faire pour résoudre ce problème? Moi, je pense que la première des choses est de faire confiance aux professionnels. Je prends un exemple. Vous êtes malade. Il est de bon temps que vous allez voir un médecin. Si on considère que nous sommes malades et nous n'allons pas voir le médecin, vous voulez garder votre argent, vous le mettez sous le matelas. C'est ce que les gens sont en train de faire actuellement. Ils ne consultent pas les spécialistes. Et le spécialiste chef d'orchestre, c'est l'architecte, qui a tous les outils pour rentabiliser votre bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Et ce n'est pas une question de gérer de l'argent ou je n'ai pas de l'argent. Il y a beaucoup, vous voyez, la majorité de constructions qui se font actuellement au pays, ce ne sont pas sous la direction des équipes, ça veut dire des conseils. Quand on parle d'un architecte, derrière il y a un ingénieur, il y a toute une série de professionnels qui sont pour avoir le bien-être. Ce n'est pas le cas. Il faut que les gens fassent confiance aux professionnels.
notamment l'architecte qui est le chef d'orchestre. Il faut aussi que les professionnels baissent un peu leur prix. Hein. Ce n'est pas une question. J'ai dit un peu, ce pas n'est beaucoup. pas une question de prix, Pierre. Ce n'est pas une question de prix. D'accord, moi je viendrai vous voir. Si vous connaissez les ratios, ce qui est normal, quand vous mettez votre argent à la banque pour qu'on achète les coffres, il y a une petite quote-part qui vient dans pour que votre bien soit sécurisé. C'est cette petite quote-là qu'on demande. Merci beaucoup. Il faut déjà avoir un bon terrain. Ouais. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Pierre Blérieux, mon consultant de tout temps, de tous les temps, et qui était encore là ce matin. On dira merci à monsieur Alain Mongan, je rappelle, qui était le président de l'APIC, entendez, l'association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Merci également à monsieur Biteke Joseph Georges, il est architecte au NAC 194 et le secrétaire général par intérim. De quel côté? De l'ONAC, oui. De l'ONAC, donc des architectes du Cameroun. De l'ordre des architectes. Je souhaite qu'on vous confirme et que vous ne soyez plus intérimaire. On dira aussi merci à Arnaud Victor Eyada, journaliste permanent dans le cadre de ce programme. Nous sommes arrivés quand même, malgré tout, à la fin de ce programme, malgré cette grippe qui me terrasse. Je repars pour prendre encore d'autres mixtures. D'accord. À partir de 12h, vous aurez le journal de la mi-journée. À 17h, le grand soir. 19h, le journal en anglais. À 20h, le journal en français. N'oubliez pas simplement qu'à partir de 21h, vous aurez votre programme de sport baptisé Affiche Sport. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.